Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Anthony. Salut Guillaume. J'ai le plaisir donc de recevoir Anthony Felbert aujourd'hui. On est à Buis-les-Baronnies et on est à la cool, très au calme quand même, dans un cloître. C'est un joli trait avec un bel olivier. Franchement, il est très beau. L'olivier, c'est un peu tendance dans la région, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Ouais, c'est... On est aujourd'hui donc à Buis-les-Baronnies dans le cadre du Trail Drôme, qui était le cadre des championnats de France de trail court et long. J'en profite pour annoncer les résultats du court chez les hommes. Kylian Allaire, Théo Bourgeois et Quentin Melleux, respectivement premier, deuxième et troisième, et Julie Lelong, Émilie Menuet et Anaïs Guillot. J'ai découvert qui était la sœur de mon popote Jocelyn Guillot. Exactement. Incroyable. Voilà, qui fait un peu ça par hasard, plus ou moins, cette course, et qui finit troisième. Donc, bravo à elle, on peut la féliciter. Et puis sur le format long, félicitations, on va commencer par les femmes cette fois. Blandine Lirondelle, première brillante de la course et donc championne de France, devant Julie Roux qui a encore fait une course exceptionnelle après sa victoire à la Saint-Élion, au Templier où elle a brillé en fin d'année. Une athlète incroyable, peut-être pas connue à la hauteur de son très talent. forte sur toutes ses courses et puis sur tout type de profil au final, roulant, technique. C'est assez impressionnant. Impressionnant, sachant qu'elle a eu en plus un enfant il n'y a pas très longtemps, donc c'est un deuxième enfant il n'y a pas très longtemps. C'est impressionnant. Et puis Adeline Roche qui finit troisième, et je le cite quand même parce que c'est une copine à toi, je pense, Candice Fertin, qui est finie à une très belle 4e place. Elle a eu un petit mouchoir entre Candice Fertin, Jennifer Lemoine, Laure Paradan aussi, puis Marigon Calves qui était pas loin derrière. Le podium, en tout cas, c'est Adeline Martin, Julie Roux et Blandine Lirondelle. Et puis chez les garçons, donc Benjamin Roubiol, champion de France, après avoir été champion du monde il y a 8 mois ou 10 mois, il récidive, un copain d'équipe, ouais, un néo-copain du team Sidas. Un nouveau camarade Sidas Matrix, pour être précis. Devant Hugo Deck, qui a fait une belle remontada aussi. Donc, très heureux pour Hugo. Pour sa 2e place, c'est chouette pour lui. Et puis Thomas Cardin, qui a été au fight, qui a eu des moments un peu de moins bien sur la fin de course, mais qui finit sur le podium, 3e place aussi. Franchement, il y avait de quoi faire des beaux podiums. Il y avait plein de configs possibles. Le parcours s'y prêtait en tout cas pour avoir un beau podium. En tout cas, on a eu un peu la course qu'on rêvait de voir. Il y avait beaucoup de densité, beaucoup de spectacles. On en a eu. Toi, tu nous as raconté ta course en toile. C'est peut-être pas passé exactement comme tu l'imaginais, mais ça fait partie aussi de la course. Il faut savoir composer avec des imprévus, et toi tu as eu un petit pépin physique, mais on aura l'occasion d'y revenir. Comment tu te sens là au sortir de la course? Tu as fini il y a maintenant 3-4 heures, ton format long, 58 km, comment ça va? Ça va bien mieux qu'au moment de la ligne d'arrivée, du coup ça c'est quand même cool. Certainement assez déçu et frustré de ne pas avoir pu courir à mon plein potentiel ce matin. Mais bon, là, il n'y a pas de pépin grave, donc c'est le plus important. Et on est que le 7 avril. La saison commence à peine, donc faut pas non plus trop se concentrer dessus. Et il y aura l'occasion de bien se reprendre au fur et à mesure des mois qui vont venir. On est le 7 avril, tu viens de le dire. Et donc, en début de podcast, j'ai toujours une petite question en lien avec la date de l'enregistrement. Alors là, j'ai plein de choix en fait pour toi, parce que tu avais différentes configs possibles pour l'enregistrement. Voilà la question que j'ai envie de te poser. En 2010, donc le 7 avril, Solar Impulse, je ne sais pas si tu as entendu parler de cet avion solaire, tu sais, de Bertrand Piccard. Du monde. Alors à cette date-là, en 2010, il a fait un vol d'inauguration, et c'est effectivement entre 2015 et 2016 qu'il a fait son tour du monde. Est-ce que tu as une idée? Donc pas sans goutte de carburant, apparemment, à l'énergie solaire. Ce voyage, il a duré plus de 500 heures. Est-ce que tu as une idée du nombre, la vitesse à laquelle pouvait aller le Solar Impulse? Je pense que j'ai entendu parler, parce que si je me souviens bien, il a été développé par l'EPFL, l'école où j'étais en Suisse, le labo qui s'en occupait. Tu es en train de me cueillir à ma propre question. J'ai l'impression que tu es en train de me retourner. Mais par contre, je vais te laisser le dernier mot parce que je ne sais plus le chiffre, je sais pas, c'était pas très rapide. Non. Du coup, je dirais 80 km/h. Incroyable, 87 km/h. Et ma mémoire. T'es fort. T'as fait semblant de pas savoir. Ma mémoire devait s'en souvenir un petit peu alors. Bravo Anto, ça démarre bien. Anto, tu étais venu déjà ici, à Buis-les-Baronnies, donc sur le Trail Drôme. C'était en 2019, je ne dis pas de bêtises, sur un format court. Toi, tu es un peu plus habitué des formats courts. Ouais, sur le 20. Tu as fini 4e à l'époque. Ton sentiment ton souvenir en tout cas que tu gardes de cette course-là, et puis ton sentiment sur le parcours qui n'a rien à voir, celui sur lequel tu t'es lancé ce matin, qui est bien plus long et qui était
créé spécifiquement pour aujourd'hui, pour ces sélections, pour les championnats de France. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce trail de la Drôme? Bah déjà, c'était la première course que j'avais fait avec le dossard du team Synas Matrix. C'était le premier déplacement qu'on faisait en groupe pour aller à une compétition. T'es le major, là, non? Enfin, t'es le senior, en tout cas, du team, non? 6 ans, c'est ça? Ouais, bah, il y avait Lucie Germain qui était Ok, aussi ouais. avec nous à ce Ok, moment-là ok. et Baptiste Chassagne, Ouais. du coup, qui n'est plus là. Mais ouais, avec Lucie et Simon, on est les trois, comment dire, pas rescapés, mais Non, les ce trois, serait négatif. les trois qui Les sont darons, arrivés. les boss. Ouais, les Non, trois les plus anciens. anciens, Les trois anciens. les juniors seniors. C'est ça. Donc du coup, ouais, non, bah voilà, ça commence à dater un peu dans mes souvenirs, mais c'est vrai que bah, au final, le parcours aujourd'hui était différent, mais la première boucle était quasiment la même. Donc ça m'a quand même rappelé des souvenirs de cette course d'il y a 5 ans que j'avais déjà trouvé très roulante à l'époque. Et je pensais que j'avais été surpris par la vitesse et par le profil qui n'était pas si raide que pensé. Donc c'était sympa de repasser. Il faudrait que je compare les temps d'ailleurs avec 2019, voir un peu les différences d'allure, les améliorations. Ouais, je pense que ça peut être assez intéressant. Ton sentiment, toi, sur le parcours, tu le disais avant qu'on enregistre, c'est la distance la plus longue que tu aies courue en course, à quelques kilomètres près peut-être. Il me semble que pour être précis, je crois que j'ai fait un 58 en Suède à l'automne dernier. Kuhlamaen. Ouais, exactement, mais Mm. avec 800 de dénivelé. Ok. Donc on va dire que là, avec 2000 de plus, on peut dire que c'était la plus longue que j'ai jamais faite. Toi, t'étais arrivé donc quelques jours avant. T'as pris tes quartiers un peu plus tôt dans la semaine avec le reste du team, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, on avait fait un bon déplacement d'équipe depuis, on est arrivé ici mercredi soir. Donc l'idée, c'était de se mettre bien le parcours en tête. Alors en fait, moi j'étais venu faire une reco il y a 4 semaines, mais j'étais tombé malade avec un gros coup de froid en courant et j'ai pas pu voir tout le parcours. Donc là, c'était l'occasion de voir les dernières petites portions qui me manquaient. Est-ce que c'est le coup de froid qui t'a mis DNS sur le Ventoux? Exactement, Il vient de là? c'était les 4 jours. Je vais courir au Ventoux, donc je me suis dit, bah, allez, avant d'aller au Ventoux, on est juste à côté, j'ai repéré les France. Et manque de peau, je pensais qu'il faisait chaud dans le sud à cette période, mais pas tant que ça. Donc du coup, voilà la petite histoire. Et puis c'était l'occasion surtout aussi d'être sur place, de se poser, de s'acclimater. Prendre aussi, voilà, prendre le temps de faire bien les choses, et notamment pour les températures, s'habituer à courir sous ces chaleurs. Comment est-ce que tu avais décidé d'organiser ton hiver? On t'a vu sur le semi, on devait te voir sur le Ventoux. Là, tu as récemment brillé au trail du petit ballon. Le coup la amène, enfin, en fin de saison aussi dernière. Qu'est-ce que tu avais décidé de mettre en place, toi? Cet hiver, j'avais voulu changer un peu par rapport à l'année dernière. Moi, j'habite à Argentière, donc au-dessus de Chamonix. Donc c'est très compliqué pour moi de courir l'hiver. L'année dernière, j'avais fait quasiment que du ski. Et je m'étais pris une grosse claque aux France parce que j'avais juste pas assez couru. Donc cette année, j'ai voulu faire un peu différemment et continuer à faire du ski parce que voilà, c'est bien de vraiment couper la course à pied. Puis le ski, c'est quand même vraiment cool quand t'es en montagne. Moi, je peux partir à pied de la maison, donc c'est incroyable. Mais par contre, de garder toute la qualité à pied. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait un semi à Barcelone début février. J'ai préparé principalement sur 1h08, tapis. c'est ça, de mémoire? 1h08, ouais. Pareil, là, un peu la poisse parce qu'on est arrivé à Barcelone le seul week-end où il faisait pas beau de ce début d'année. C'était la tempête, il y avait vraiment beaucoup de vent. Donc, course très compliquée, mais voilà, la prépa a été validée. Donc, j'étais assez serein. Et je m'étais dit, bah, je fais un semi. Du coup, bah, théoriquement, après, je vais faire un 40 en prépa avant de faire ce 60 là pour les France. Je voulais vraiment organiser mon début de saison de manière un peu crescendo, sans faire trop de courses. Le fait qu'il n'y ait pas eu le Ventoux finalement dans ton programme et que c'était pas prévu peut-être le trail du petit ballon, je sais pas. Bah, justement, j'ai rebond. remplacé en fait après le Ventoux, je voulais quand même vraiment faire un trail avant les France. Et il se trouvait que ça tombait parfaitement d'un point de vue date, d'un point de vue parcours. Donc j'ai foncé dessus et c'était une bonne découverte. Dans quelle disposition là t'es arrivé ici? Quel genre d'objectif tu pouvais te donner à l'aune de ces championnats de France? Bah, le but il était assez simple. Aujourd'hui c'était vraiment de venir pour jouer pour avoir une sélec. Comme les Europes seront à Annecy, c'est là où j'habite depuis que je suis petit, là où j'ai commencé à courir sur les sentiers de la Maxi Race. Donc je savais que la course allait soit être très bien, soit forcément être décevante et dure du coup, parce qu'il va falloir, si on veut jouer une sélection sur une course comme ça, on est obligé de prendre aussi un peu des risques en première partie, parce que c'est compliqué, enfin c'est pas non plus suffisamment long pour être très, très facile au début, ça reste un championnat, la place compte, et là toute la stratégie de course c'est quand même lié par rapport à ça. Tu regardes de façon très précise la start list. Est-ce que tu prends un peu en compte les profils de chaque coureur, leurs forces, leurs faiblesses pour toi un peu dessiner la façon dont tu vas aborder la course, ou est-ce que tu restes d'abord concentré sur ce que toi tu peux délivrer, ou est-ce que quand même tu es très attentif à l'environnement et à tous les facteurs exogènes? Alors j'ai quand même regardé bien entendu, de toute façon j'aurais pas pu la manquer je pense, la start list de départ. Non, moi j'aime bien savoir aussi avec qui on va courir, c'est toujours cool plutôt que de découvrir, enfin ça me met pas plus de pression de savoir que il y aura un tel sur la course ou qui sera pas là et le découvrir sur la ligne d'arrivée. Je préfère connaître à l'avance. Mais après, je suis pas donc. Tu regardes pas en détail, tu creuses après, pas leur je séance vais pas Strava. creuser exactement le Strava. Je connais de toute façon les gens maintenant. Et puis après, je sais que voilà, ça reste des courses assez longues et le focus il est principalement
sur moi-même, parce que si je veux réussir à faire la course que je veux, c'est pas en sachant les faiblesses des autres, mais plutôt en connaissant mes forces que ça va se faire. Si on t'exclut du pronostic, si je t'avais posé la question il y a 24 heures, tu aurais mis qui aux avant-postes sur la course? Est-ce qu'il y a des résultats là que t'aurais pas vu, ou tu as été surpris en tout cas de certaines positions? Du coup, je suis surpris en bien par la victoire de Benjamin. C'est vrai que je l'aurais pas forcément mis. Je savais qu'il allait faire une bonne course, mais je n'étais pas sûr que. Enfin, je mettais pas lui dans ma tête pour la gagne, donc ça c'est top pour lui. On est très content pour lui. Ouais. Sinon, après, ouais, au niveau moi je voyais justement bien Thomas Cardin et Hugo, je savais qu'ils étaient bien en Cannes, et Thibaut aussi. Donc, Ta surprise, si tu avais eu une surprise à laquelle miser. Loïc Roland. Ok. Je savais qu'il Tu te serais pas trompé. il Quatrième. était bien costaud, mais voilà, je pensais pas qu'il allait réussir à faire 4, et ça aussi, c'est chouette pour lui. Est-ce que tu peux nous parler du Team Sidas Matrix, là, la nouvelle édition? Il y a eu quelques mouvements. Ouais, il y a eu beaucoup quelques départs et puis d'autres arrivées. Beaucoup de changements cette année pour la 6e édition, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, même si sixième saison comme une série, saison, on va dire. voilà, exactement, c'est la 6e saison de la série. Si tu peux peut-être éclairer nos auditeurs sur les départs et puis sur les nouveaux arrivants, et puis ce que ça a pu amener comme dynamique. Là, vous êtes parti en stage il n'y a pas très longtemps, donc là, vous commencez à intégrer les nouveaux. Exactement, on a fait notre stage de regroupement de saison et annonce officielle il y a 2 semaines, donc c'est assez tout récent. Oui, on avait pas mal de départs avec le coach qui est parti de son côté aussi, Simon Gosselin, Baptiste Chassagne qui est parti, et ensuite on a Benjamin Robiol qui nous a rejoint, Benoît Girondel et Laure Paradant. Donc, ce qui fait que maintenant on n'est plus que 4 avec Clovis aussi qui est resté, en plus de Simon et Lucie. Donc ça fait presque 50% de neuf dans l'effectif. On a un staff aussi tout nouveau. Et du coup, un encadrement vraiment plus large, c'est ça, global qui a changé. Exactement, avec un kiné, Jocelyn, qu'on n'a pas tout à l'heure, continue de nous suivre comme l'année dernière. Mais on a aussi nutrition, exactement, on a aussi un médecin qui est avec nous. Donc non, on a un nouveau coordinateur sportif avec Jonas Foro. Enfin, moi, je vois beaucoup de changements par rapport aux dernières années où là, c'est comme si on repart pas de zéro, mais il y a plein de nouvelles choses qui sont mises en place et de voir de nouvelles têtes, ça donne un regain d'énergie en fait, et on n'est plus dans nos petites habitudes qu'on avait prises, et ça c'est très motivant pour la suite de saison. En termes d'état d'esprit et de qualité peut-être, je pense notamment à la Benoît par exemple, qui est un cadre de l'équipe, on peut le dire. Beaucoup d'expérience. On profite des cloches en même temps. Ouais. Et voilà, lui, en termes d'expérience et tout, il est vraiment là pour nous aider, donc ça c'est incroyable. Et puis non, je pense que ça va permettre de lancer cette année sur de très très bonnes bases, et que tout le monde va réussir à bien performer au cours de l'été. Est-ce que tu as ressenti plus de pression, je reviens à la course, plus de pression du fait qu'il y ait une sélection à jouer? Est-ce que ça change complètement la donne et ton approche en comparaison d'une course individuelle sur laquelle tu as un enjeu plus personnel? Il y a un peu plus de pression parce que voilà, je voulais vraiment pouvoir courir. J'ai jamais eu de sélection d'équipe de France, j'avais jamais vraiment visé une sélection non plus. Donc c'est ça qui était un peu la petite nouveauté de cette année et qui était cool à penser pendant l'hiver. Après, ça rajoute de la pression, mais en final, une fois que la course est lancée et qu'on est parti, on oublie un peu ça, en fait, toute cette pression, et on a juste à courir, et comme sur n'importe quelle autre course ou gros événement, enfin, les gros objectifs de l'année, notre corps, il marche bien sur ce point, et puis les jambes prennent pas le dessus sur le cerveau, mais les jambes savent ce qu'elles doivent faire. Donc après, c'est que du plaisir, normalement. Je fais une petite digression, mais c'est en lien aussi avec ta préparation et puis la gestion de la pression autour de cette course. Tu as une prep mentale avec laquelle tu travailles depuis 2 ans, je crois, si j'ai pas de bêtises. Exactement, on a été mis en contact via le team, justement, il y a 2 années. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme bénéfice? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est devenu indispensable ou tu n'imagines plus ne pas avoir de prep mentale? Ouais, pour le moment, au début, j'étais un peu pas forcément très enthousiasmé, ou en tout cas, je me disais, pas demandeur, j'étais pas demandeur, exactement. Je me suis dit, tout va bien dans ma petite tête, pas besoin d'aller voir une prep mentale. Mais vu qu'on m'a proposé de le faire, voilà, j'ai testé, et je me suis vraiment pris au jeu parce que, en fait, notre tête, c'est l'acteur de tout le corps, et qu'il y a plein de possibilités qui peuvent être mises en place, et tout est optimisable. Et donc là, maintenant, avec elle, on commence à mieux se connaître, on sait sur quoi travailler, et ça permet d'affiner au mieux. C'est sûr que ça va pas être magique, hein, c'est pas ce qui fait vraiment, ça remplace pas un entraînement. Par contre, ça complète de manière très forte un entraînement, et ça peut permettre de renforcer l'entraînement. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que en plus avec Anne, on peut être aussi assez acteur de son projet. Si on sait quoi faire, on le fait avec elle, et ça permet de se donner tous les moyens le jour de la course, et puis d'être bien au quotidien et de continuer à prendre du plaisir sur les sentiers tout le temps. Anthony, je vais présenter la course. Je ne l'ai pas fait pour l'instant pour nos auditeurs, pour leur donner à comprendre, à visualiser un peu mieux ce trail de la Drôme. Donc, c'était la 15e édition cette année. Il y avait 3 formats. Le 10 km avec 550 mètres de D+, au milieu des oliviers.
c'est son nom. Le 21 km, avec 950 mètres de D+, le Tour du Saint-Julien, avec une version Elite et Open. Donc moi, j'ai eu le plaisir de courir sur la version Open. C'était un très, très beau moment. Et puis donc le format 58 km et pour 2950 mètres de D+, sur la trace des Barons. Je ne sais pas si tu savais que ça s'appelait comme ça. Non, c'est vrai que je n'avais pas regardé le nom de la course. J'aurais peut-être dû. Avec une version Elite et Open. Pour la présentation du parcours, je vais laisser la parole à son traceur qui dit la chose suivante. Pour les parcours au-delà de 20 km, je m'attache à trouver le maximum de single joueurs. Il y en a eu? Oui, je confirme. On a eu quelques pépites comme le sentier botanique à une progression au milieu des pins sylvestres et des pins noirs tapissés d'aiguilles de pin. Les crêtes de la Nible et de l'Inseuil offrent de fabuleux panoramas. On a eu aussi avec une belle vue aujourd'hui. Je pense que j'étais pas en C'était trop état de voir dedans, la vue, mais sur les recos, c'était joli. Tout l'enjeu est ensuite de trouver des sections intermédiaires avec le minimum de pistes, même si il ne doit pas négliger que ça permet des relances et que certains trailers apprécient aussi de trouver quelques portions roulantes entre les portions techniques. Toi, t'aimes bien quand ça roule? Et ben, dans la suite de ma préparation, j'avais quand même plutôt misé là-dessus. Je reprends donc ce qu'il nous raconte. Je m'attache aussi à changer chaque année les tracés. Chaque fois que c'est possible, j'essaie de trouver quelques portions techniques dans des pierriers. Dans des pierriers, parce que dans des perriers, ça se boit et je pense que c'est pas exactement le ça propos fait du bien d'un sur les traceur. courses, hein. Ouais. Un petit Perrier citron plutôt qu'un Perrier. Pas mal. Ouais. On signe tous. Mais pas les pierriers rondelles, par contre. Ah, non, merci. Des secteurs rocheux, entre des barres rocheuses, un passage à gué qu'on n'a pas eu cette année parce que le niveau de la rivière était trop haut. En tout cas, ouais. Et en tout cas, et puis le débit était quand même assez violent. Ouais, c'est ça. C'était un peu risqué, même avec une corde, etc. Apparemment, il y avait des risques pour les coureurs. Et puis voilà, des passages typiques dans le territoire, au milieu des oliviers, du thym, de la lavande, des falaises, du Brieux et du Saint-Julien. Il finit par dire certains aiment comparer leur chrono d'une année à l'autre, mais c'est un choix assumé que de renouveler chaque année une grande partie des tracés. Voilà. Le format qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le format long, avec des ravitaux au kilomètre 9, 19, 41 et point d'eau drop bag au 31. Il n'y avait pas trop de possibilités de voir le staff. Franchement, enfin l'équipe, l'assistance. Alors nous, on s'est très bien débrouillé pour ça parce qu'on avait je pense pour le team 6 personnes tout au long du parcours. Ok. Qui se déplaçaient en vélo électrique. Ok. Et du coup, pas de ravitaillement possible, pas rien, de ravitaillement, mais bien sûr, mais juste pour avoir les informations, voir des gens connus. Et pour ça, moi, ça m'a pas changé d'autres courses. Mais j'ai entendu dire que d'autres personnes étaient là en mode comment vous avez fait pour faire ça? Ça faut se creuser un peu la tête, mais si on a le staff qu'il faut, tout est possible. On peut compter sur Thomas pour être créatif. Exactement, pour l'organisation comme ça de repartir les gens sur le parcours. Le team manager. Je pense qu'il est imbattable. Tu connais le podcast, je pense, Anthony, il y a une rubrique qui s'appelle La question qui pique. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je me suis permis de citer le nom des courses. Le 58 km s'appelle Sur la trace des barons. Donc j'ai des questions, c'est très simple, c'est un vrai faux, sur les barons célèbres. En 1870, le baron Haussmann, qui a construit pas mal d'avenues très célèbres dans Paris, qui a contribué beaucoup au rayonnement de la ville, il a été contraint à la démission sous la pression de l'opinion publique et de l'endettement croissant de la ville à cause de ses projets très coûteux. Donc il a retapé tout Paris, mais à un moment on lui a dit maintenant tu t'arrêtes, c'est trop cher. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, la colle pour un architecte en plus, c'est là. Une chance sur deux. Je dirais vrai, parce que très juste. Ça coûte très cher ce genre de projet, donc ça me surprend pas. Voilà. Donc effectivement, c'est une bonne réponse. Alors il n'était pas baron, il n'était pas noble au départ, il a été anobli par Napoléon III pour rehausser son statut social et légitimer son autorité. Deuxième question. Coubertin, le baron de Coubertin, on continue ces 2 saisons en 2024, j'ai l'impression. Après sa mort en 1937 et conformément à ses souhaits, le cœur du baron de Coubertin a été enterré séparément de son corps, c'est un drôle de concept, dans un monument près du site des anciens Jeux Olympiques à Olympie en Grèce, symbolisant son engagement indéfectible envers l'olympisme. Ça me paraît un peu gros quand même. Franchement, c'est gros, mais c'est vrai. C'est vrai? C'est incroyable. Oh. Ça, c'est improbable. Ouais. Et je finis avec un 3e pour ce vrai faux, t'as 1 sur 2, mais c'est là où je pense que tu vas être à 2 sur 3 sans trop de problème. Le baron de... Non, j'ai confiance. Le baron de Rothschild, donc le nom de Rothschild est associé à l'une des familles les plus influentes et les plus riches de l'histoire européenne. Ils ont joué un rôle majeur dans le secteur bancaire, vinicole, philanthropique, entre autres. Donc Lionel Walter Rothschild, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur de la dynastie qui porte le prénom pas très simple à prononcer de Mayer Amschel Rothschild, a été pendant de nombreuses années le bassiste du groupe de rock les Red Chili Peppers. C'est une vanne sur les Red Hot Chili Peppers qui n'a pas fonctionné. Je suis désolé d'avoir reparé la vague, mais du coup, je dirais faux. Bravo, franchement, je sais pas comment t'as trouvé, mais absolument. Je suis désolé, je sais. J'avais une dernière vanne qui était parce que Baron, dans Barognan, il y a Baron quand même. Et donc, dire que la ville avait été rebaptisée Buis les Barognans depuis sa victoire sur le trail court l'année dernière, mais je n'ai pas assumé cette vanne. Voilà, Thibaut, tu ne m'en tiendras pas rigueur. Ça, si, j'aurais pu se compriser. Comment tu t'es sentais ce matin là, on se plonge dans ta course maintenant? Le départ a été donné à 7h. Dans quelle disposition tu es sur la ligne de départ? Tu as envie d'en découdre? Ouais, j'étais vraiment content. La prépa s'était bien passée. Pas forcément très très longue parce que voilà, on est qu'en avril, comme je disais, et que je cours pas depuis très longtemps.
Mais je me sentais bien, pas de pépins. En tout cas, c'est cool de prendre le départ d'une course en sachant qu'on n'est pas blessé ou qu'on n'est pas un peu sur la sellette. Donc voilà, j'étais juste content d'être ici, entouré d'un bon staff et prêt à jouer avec les meilleurs Français sur un beau parcours. Tu es très attentif sur les sensations dans les premiers kilomètres. Est-ce que tu les surinterprètes ou est-ce que tu as tendance à essayer de chercher, savoir si aujourd'hui ça va être un bon jour ou pas? Est-ce que tu vas chercher ce type d'infos, ce type de ressenti ou tu t'intellectualises pas forcément ça et tu... Je dirais oui, mais pas sur les tout premiers kilomètres parce que sur les 2 premiers kilomètres, on a tellement de. Tout est un peu faussé en fait. On est juste content de courir en fait et tout paraît bien. Donc en général, c'est dur. Ou alors ça va. C'est très dur dès le début, mais j'essaye de me dire je reste concentré, je suis dans ma course et je m'excite pas sur les 2 premiers kilomètres. Par contre, après, je dirais ouais, du kilomètre 3 au 5, on se dit c'est là où on arrive à voir ok, est-ce que c'est le jour ou est-ce que ça va être chantier jusqu'à la fin. T'as parfois des surprises, ça peut arriver que les sensations du début soient contredites par une suite de courses, dans un sens ou l'autre. J'ai pas de. Si ça part mal, il y a peu de chances que ça revienne et inversement. Bah, je pense que j'ai pas suffisamment d'expérience sur des longs trails pour que ça puisse le faire. En tout cas, moi, je sais que si jamais, bah, sur les formats de 30 à 40 km, si t'es dans le dur au bout de 3 km, en général, tu restes jusqu'à la fin. Hmm. Mais j'ai envie d'essayer de voir si ça peut se contredire par le futur. Ton scénario de course, comment tu l'avais imaginé, défini? C'est quoi la stratégie que tu avais élaborée? J'avais élaboré une bonne stratégie justement avec Anne et qui était vraiment. J'avais voulu faire un peu un copier-coller de mon OCC l'année dernière. Qui est... 7e place de mémoire, Ouais, c'est ça? c'est ça. Où vraiment là, c'était un jour super pour moi. Du coup, je me suis dit, 57 km, c'est quasiment pas un tout petit peu plus long, donc on va faire pareil. Ça avait marché, donc c'est-à-dire me concentrer les 2 premières heures vraiment que sur moi-même, être focus uniquement sur mes sensations, mes ressentis Ouais. et gérer l'allure pour pas exploser tout de suite. Et donc voilà, là, après, en même temps, j'avais un peu le dilemme où ça reste un championnat, donc c'est quand même sur un parcours comme ça, on a beaucoup de relances, on n'a pas des longues montées comme à l'OCC. Des fois, c'est dur d'être un peu trop en retrait parce qu'on peut vite s'endormir. Donc il fallait trouver cette fois le bon équilibre entre ces deux stratégies, mais principalement, en tout cas, la première boucle, c'était uniquement focus. Non, même jusqu'à la montée après la première boucle, au kilomètre 27, je dirais 26 même. Ouais. Hmm. Là, c'était voilà, essayer de faire abstraction de ce qui se passe autour et courir juste en étant dans mes bonnes zones. Et puis ensuite, après, plus se concentrer au niveau du drop bag sur la course des autres. Drawback était haut, 31. 31. Ouais. Il y a la théorie, il y a la pratique. Est-ce que tu peux nous faire vivre ta course, nous raconter un peu les grands chapitres de ce qu'ils ont composé? Ah ouais, ça va être assez contrasté, justement, c'est ça qui va être intéressant. La pratique s'est bien rapprochée de la théorie, en tout cas sur la première partie. Je suis content parce que voilà, au début, c'est comme prévu, c'est parti assez vite. Donc j'étais un petit peu au-dessus des allures que je voulais vraiment prendre, mais je me sentais bien, je me suis dit c'est le jour et puis de toute façon, il faut jouer un petit peu. Donc au début, voilà, on était assez groupés. Surtout que le début, c'est des grandes pistes, très roulant, donc on courait vite mais sans être trop rapide et tous groupés, du coup c'était cool. Enfin, c'était pas trop de pression. Et on arrivait à un petit single. Alors voilà, j'ai pas regardé ma montre, mais je crois que c'était au kilomètre 5 ou 4 dans la montée. Et là, l'approche single, j'ai senti quand même une petite tension parce que tout le monde avait repéré le parcours et tout le monde savait qu'il y avait un single. Du coup, qui dit single dit faut se placer. Mm. Donc même si on était qu'une dizaine devant, on était 10 à vouloir être devant. Donc ça s'est vite un peu excité à l'avant du groupe et ça a un peu joué des coudes. Et là, je me suis dit, allez, t'as mis en place une stratégie, il faut la respecter. Donc je me suis pas emballé et j'ai volontairement décroché un peu le petit groupe qui s'est formé devant parce que ça avait accéléré et du coup, déjà qu'on était un chouïa plus haut que ce que je voulais faire, je me suis dit, ça sert Reste dans ta course à je toi. reste dans ma course. On part pour 60 bornes, je vais pas voilà, il y aura le temps de se faire plaisir après. Donc du coup, voilà, j'ai laissé partir le premier groupe. J'étais avec Rémi Brassac, si je me trompe pas, on était un peu les deux derrière. On n'était pas très loin, on le voyait entre 30 secondes et 1 minute. C'est bien, c'est que c'est un parcours qui est dégagé, du coup, c'est aussi facile de prendre un peu de temps parce qu'on peut toujours voir et prendre des points de contrôle pour être sûr de pas non plus trop se perdre. Donc là, voilà, c'était nickel, tout se passait bien. J'avais Jocelyn, le nutritionniste qui était en haut de la bosse juste avant, donc qui était là-haut. Donc ça fait plaisir de voir une tête connue, même si les écarts, je les connaissais. Surtout celle de Jocelyn Guillot. Exactement, en plus, c'était lui, du coup, on avait vu ensemble la stratégie nutritionnelle, du coup, c'était cool de voir et que pour le moment tout se passait bien. Et donc voilà, donc jusqu'en haut de la bosse, vraiment super, je me sentais bien. Après, on arrive à la descente. Puis là, c'est plus dur de gérer en descente parce qu'il faut courir vite, on n'a pas le choix. Mm. Peut-être qu'avec un peu de recul, je suis allé un peu trop vite cette descente, c'est toujours dur à dire parce que
Quand on descend, surtout sur une descente comme ça, bah, tu l'as faite ce matin, donc tu as bien vu que c'était très roulant Mhm. et c'est des pentes pas très raides où il faut courir. Mais en tout cas, je me suis fait plaisir là-dessus, donc c'était top. Pareil, toujours avec Rémi. Et puis on a rattrapé Hugo Donc dans là, la t'es dans descente. les 7, 8, 10 en gros, c'est ça? Ouais, je pense qu'il devait être 6 devant, et puis nous on devait être 7, 8, 9 Hmm. avec Rémi et Hugo. Et Loïc aussi, Robert qui était dans la descente. Donc non, c'était encore bien groupé. Et puis au final, on était qu'à minute 30, je crois, de la tête de course ou 2 minutes au ravito de Buis. Moi j'étais prêt à être 5 minutes derrière la tête de course à cet endroit-là dans mes prévisions. Donc bah, tous les voyants étaient verts pour la suite. Là, on avait un super ravito qu'on avait bien organisé avec une personne à l'entrée et à la sortie, de manière à avoir le temps de bien faire les échanges, de prendre une gourde en plus, de se mouiller pour pas faire une surchauffe après. Puis après, bah, on commence la grande bosse. Et là, ben, je me concentre pareil, je regarde sur mon cardio pour être sûr d'être pas trop haut. Et j'avais directement la bonne allure. En plus, c'est une bosse que j'ai reconnue là vendredi. Donc j'étais bien content de faire la montée qui avait quand même. C'était censé être la grosse bosse de la course. J'étais un peu déçu quand quand je l'ai repéré l'autre fois parce que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus raide. Mais bon, c'est le jeu, hein, j'avais signé pour de toute façon, donc c'est à moi de travailler autre chose à l'entraînement. Et ouais, non, là, c'était nickel. Une belle montée avec Benoît Galland dans mes pieds, justement, et qui permettait de pas s'endormir, mais en même temps de rester dans la bonne zone. Au top. Et ensuite, après, je connaissais pas la suite jusqu'au drop bag. Donc, j'ai découvert un peu bah, les beaux singles dont Hervé parlait tout à l'heure, et puis aussi les pistes. Et là, on arrive au drop bag. J'avais Jonas qui nous attendait là-haut pour confirmer que nos sacs étaient bien installés, que tout était nickel, qu'il n'y avait pas de petits couacs. Donc, voilà, tout était optimisé jusqu'au moindre détail. Et on était encore à ce moment-là, si je me souviens bien, si je me trompe pas, il y avait Benj et Thomas qui étaient en tête, et puis après un groupe de 3. Et nous, on était juste derrière, donc j'étais avec Loïc, donc on devait être 6 et 7 tous les deux. Et Thibaut Garévé qui était un petit peu derrière, 30 secondes derrière. Donc scénario idéal, on avait fait plus de la mi-course, 31 km. Et puis là, bah, à partir de là, j'ai pas compris sur le coup. Première petite redescente, et tu vois que, je sais pas, j'ai un peu mal au ventre et impossible de suivre Thibaut et Loïc. Ça vient soudainement? Bah, d'abord, j'ai l'impression que genre, mes jambes se sont coupées. Genre, comme quand j'avais couru aux US en altitude, sur Pikes notamment, ou quand on dépasse, par exemple, t'es vers les 3008, ben, d'un coup, l'effet de l'altitude se ressent et c'est comme si le sang circule plus. En tout cas, il y a beaucoup moins d'oxygène dans l'air et nos jambes se durcissent d'un coup. Là, ça a fait la même chose. Et puis, juste après, le ventre a commencé à un peu à pétiller. Là, je me suis dit, ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon Ce qui est pour la inhabituel chez suite. toi, on a un peu Non, parlé tout à l'heure. Ouais, justement, ouais, c'est ça. j'avais jamais eu ces ressentis sur mes dernières courses. Donc, je savais pas trop ce qui se passait. Je me suis dit, bon, on va temporiser un petit peu, ça reste long. Benoît nous avait dit, si ça va pas, ça peut très vite revenir après. Et ça, je le sais, quand c'est en milieu de course, on peut toujours avoir 5-10 minutes un peu plus compliquées. Donc, je temporise, et là, je prends en direct des bonnes secondes de retard sur eux. Et en fait, je vois très vite que ça s'empire au fur et à mesure. En plus, j'avais récupéré mes 2 flasques au drop bag et ben, je commençais à voir que j'avais du mal à les boire. Et puis, ben, Et je me là, suis ton dit, allure, elle baisse mécaniquement? Enfin, t'es plus ouais, dans le bah, et tempo là, je me mets à aussi? marcher. Ok. Alors que c'était une partie pas très raide et normalement, voilà, c'est pas du tout dans le plan de marcher à cet endroit-là. Mais je sentais que je pouvais plus courir et du coup, je me dis, bon, bah, marche un petit peu, refais-toi la santé. En plus, il y avait un petit single technique un peu en traversée. Il y a une petite partie de 5 minutes qui était tout en dévers, très étroit, où au final, c'est peut-être mieux de marcher que de courir sur une course comme ça pour récupérer. Donc, je me dis, bah là, vraiment marche. Puis après, tu relances. Et après, c'était un chemin de croix en fait. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah, juste que mon estomac avait décidé de faire la grève. Je sais, ouais, voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. J'avais entendu de nombreux amis qui ont eu ces problèmes sur les courses. Et à partir de ce point, bah, impossible de. J'arrivais à boire mes flasques, mais dès que je buvais, c'était pire après et impossible de manger. Et la tête dit quoi à ce moment-là? Bah là, je me suis dit, bah ça va, j'ai passé la mi-course, mais ça va être long quand même parce que je connais le parcours. Et là, tu dis Mais qu'il n'y a plus rien à jouer, enfin, ta course est finie? non, je me suis quand même dit, de toute façon, déjà, enfin, je me suis dit, dans tous les cas, je suis pas venu là pour arrêter Mm. au prochain ravito, donc dans tous les cas, on va jusqu'au bout. Et on sait jamais, ça peut revenir d'un coup. Je me mentais peut-être un petit peu à moi-même, mais bon, c'est bien en course de garder un esprit positif. Mm. Donc je me suis dit, voilà, on y va. Et puis après, au bout d'un quart d'heure, j'ai tout de suite compris. Enfin, je pouvais pas descendre. En fait, la descente, ça me faisait vraiment trop mal. Donc du coup, ben, je me suis dit, de toute façon, si je veux arriver avant lundi, il n'y a pas de choix. De toute façon, il faut arriver à la ligne d'arrivée pour terminer. Donc j'avais ma famille qui m'attendait, les amis. Donc voilà, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je prends sur moi et on va voir jusqu'à où je peux aller. Et j'arrive au ravito, du coup, bah, je me remplis une demi-flasse de coca et juste de l'eau pure pour essayer d'avoir un truc plus digeste et quand même m'hydrater. Et là, les 18 km sur les crêtes, un enfer. Je Vraiment, ris, mais c'est pas drôle, hein. bah, si, en vrai, Enfin, il faut mieux en rire. Enfin, tout s'est bien passé. Je suis arrivé sans. Voilà, le but, c'était de finir la course, mais sans non plus prendre trop de risques à tomber. Et
il y a quand même, en plus, c'est vrai que la fin était technique. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, je pense, il restait 10 km, j'en pouvais plus. J'avais déjà presque plus d'eau. Je me suis dit, en fait, t'es stupide. Enfin, là, c'est se mettre en danger. Si après, là, on est au milieu des crêtes, des montagnes quand même. S'il y a un gros souci, je peux pas directement appeler un taxi et redescendre. Donc là, je pense que mon esprit a aussi un peu switché en mode, ok, dès que c'est technique, accepte d'aller doucement et dès que tu peux allonger un petit peu, allonge. Et voilà, je savais que j'avais des gens le long du parcours encore, donc ça me motivait d'essayer de découper ces 10 km en 3 fois 3 km. En plus, je connaissais le parcours, donc voilà, c'était quand même un long chemin de croix et très très dur mentalement et physiquement aussi. Enfin, mais le but, voilà, c'était de pousser au maximum parce que je sais que cette expérience, au final, me servira pour la suite et que c'est trop facile d'arrêter avant et de pas. Au moins là, je pourrais m'en servir pour les prochaines courses et vraiment en tirer un grand bénéfice. Ton sentiment, donc tu finis la course 28e, on l'a pas dit encore. Oui. ton sentiment là, à ce moment-là, c'est il y a de la déception ou c'est juste ce que tu dis là de façon un peu plus apaisée? Non, la déception, elle a déjà été. Oui, elle y est parce que c'est sûr qu'on arrive à la fin, on retrouve l'excitation de la course, tout le monde, l'ambiance et tout. Et non, j'étais surtout content d'avoir fini, de ne pas m'être blessé, d'être arrivé et pouvoir finir ce calvaire qui durait depuis. En fait, sur ma montre, je me fais des laps dès que je mange quelque chose. Comme ça, je peux voir directement ça fait combien de temps que j'ai pas mangé. Ok. Ça me permet de pas oublier de prendre des prises régulières de nourriture. Et là, j'en étais à 3 heures sur ma montre. Et du coup, je me disais, vivement que ça se termine. C'est-à-dire que t'avais rien ingurgité depuis les 3 heures? Solide. En compote, gel ou autre chose. Non, j'avais juste pris mes 2 flasques que j'avais au kilomètre 30. Donc j'étais vraiment, pour ceux qui connaissent, dans une belle hypo. Donc voilà, j'étais super content. Après, j'ai eu quand même un petit regard. Ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'à la fin, en arrivant dans Buis, quand tu vis des émotions comme ça, j'étais vraiment au bout de ma vie. Ça m'arrive rarement sur les courses, mais là, je pleurais parce que c'était trop dur dans la douleur. J'avais vraiment poussé. Et de voir tous ces gens qui étaient là et tout contents et tout, au final, je riais et je pleurais en même temps. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui me marquera et dont je me souviendrai longtemps. Est-ce que là, c'est possible d'analyser un peu ce qui s'est passé ou tu avais l'air un tout petit peu, on en parlait tout à l'heure, peut-être un peu démuni sur la situation, de comprendre là vraiment pourquoi cette chose-là est arrivée Ça dure. On pourra jamais savoir exactement pourquoi. Ouais. Après, voilà, on va quand même regarder, on va se poser avec Jocelyn. Parce que tout était comme d'habitude en fait. Oui, dans le plan qu'on a mis, en plus, c'est le plan, on l'a fait tous les deux ensemble. C'est même, je sais qu'on travaille comme ça depuis 1 an et demi avec lui. On a repris ce que je fais d'habitude, on l'a un petit peu amélioré, adapté pour cette course. On a même fait une réunion là, il y a 2 jours, hier, pour voir est-ce qu'avec la chaleur on changeait un peu et tout. Au final, on a gardé ce qu'on avait prévu. Donc non, je pense que voilà, il y a peut-être juste voir quand ça a commencé, quel est ce que j'ai pris juste avant. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que j'ai mal dosé dans mes flasques la poudre? Enfin, de toute façon, on peut pas refaire la course, mais le but c'est d'essayer en tout cas, on va prendre le temps qu'il faut pour tout analyser, pour être sûr que ça se reproduise pas. Il y a plein de perspectives réjouissantes. Tu as un calendrier qui est assez riche et plaisant là sur les prochaines semaines et prochains mois. Est-ce que tu peux nous donner à entendre un petit peu ce qui t'attend et les rendez-vous Alors, le calendrier, on va dire que pour la fin de saison, il est bien calé et bien riche. Donc, je vais commencer par la fin de saison. C'est peut-être pas forcément très habituel, mais au moins, ça c'est sûr. Non, je serai de retour sur Sierzinal et l'OCC. Je pense que c'est quand même les 2 courses coup de cœur que je veux vraiment refaire, peut-être pas tous les ans, mais de manière bien régulière. Et ensuite, en fin de saison, les Templiers, le 80 km. Pour essayer d'allonger un petit peu et voir ce que ça donne sur 80. Une première sur 80. Pour les 30 ans des Templiers. C'est l'occasion. J'aime bien les chiffres ronds des événements. Du coup, voilà, ça va être une belle fête. Donc voilà, pour la fin de saison, ce sera ça. Et ensuite, là, pour les prochaines semaines, prochains mois, je sais pas trop. Je vais voir comment je récupère de cette course. Après, je me dis, pourquoi pas essayer de pas jouer avec le destin, mais du coup de rebondir et de voir. Je sais qu'il y a une sélection sur une vertical race aussi à Annecy qui est chez moi, qui est raide. Du coup, pourquoi pas essayer de tourner ma casquette et d'aller chercher une sélection sur une course de 9 kills en ayant préparé 60 bornes. Ça pourrait être une petite revanche personnelle. Et pourquoi pas. Donc, je vais laisser quelques jours. Quand c'est dans 2 semaines. Le 21 avril. Donc, je vais me poser quelques temps, juste voir comment je récupère. Mais vu que c'est chez moi, peut un peu aviser au dernier moment. Exactement. Et ensuite, voilà, après, est-ce que. Non, il y a aussi des belles courses comme Zegama, le marathon du Mont Blanc. Donc, on va voir. Je me laisse plein de possibilités. Et puis, dans la semaine, on va affiner tout ça avec le coach. La première chose que tu fais, là, après qu'on se sépare, Anthony, c'est quoi, là? Prendre une douche. Parce que j'ai pas encore eu le temps depuis l'arrivée. Il est 17h30. Je suis toujours en short, tout plein de boue. Franchement, on enregistre en extérieur. Ouais. Ça il fait chaud, c'est le sud. On est bien. Ouais, non, c'était un peu le rush là après la course. Donc,
Non, voilà, ma première chose, ça sera de prendre une douche et puis ensuite, après, se poser avec mes parents ce soir tranquillement pour profiter du cadre On est bien là. avant de remonter demain sur Annecy. Bah, écoute, je te souhaite beaucoup de succès, en tout cas pour toutes les échéances qui arrivent. Eh ben, Le merci calendrier est très beau. Merci pour ton temps. Puis merci de venir raconter aussi quand ça se passe pas toujours comme on a envie. C'est peut-être parfois un peu moins simple d'aller débriefer. Donc voilà, je te remercie. C'est pour, je pense, tous les coureurs aussi. Enfin, ça arrive à tous les coureurs élites et puis à des coureurs ordinaires, des courses qui se passent pas exactement comme on veut. Je me mets dans la catégorie des coureurs ordinaires et c'est peut-être pas le bon adjectif, mais voilà, en tout cas, des coureurs récréatifs. C'est important aussi de savoir que ça arrive à d'autres et puis que c'est plein de façons de rebondir, d'analyser, de comprendre et que on peut être déçu mais qu'il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent et puis ça permet de progresser, d'avancer quoi. Exactement, non, c'est sûr que c'est pas forcément plus dur de débriefer, mais on a peut-être moins envie de débriefer une course ratée. Après, je pense que c'est très enrichissant parce que voilà, moi j'ai appris plein de trucs sur moi et j'espère que ce que j'aurais pu dire va aussi aider un bon nombre d'auditeurs parce que plus on est conscient de ce qui se passe et ce qui peut passer et d'analyser les premiers problèmes, ça permet de rebondir direct et de repartir plus haut. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, c'était cool puis même d'en parler avec quelqu'un, ça permet directement de faire un débrief pour soi. Et au moins, je sais demain quoi dire au coach et au manager pour vraiment repartir à fond. Nickel. Donc, merci à toi. Avec plaisir, merci pour ta dispo. Est-ce que ton gel douche ça va être à base d'olive? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même le fruit du coin là, l'olive, non? Écoute, il n'y a pas vraiment de réponse. Mon gel douche n'est pas très local. Après, si je me tape une motivation, peut-être que je peux en trouver un sur la route. Ouais. Mais je ne remonte pas chercher dans les oliviers en hauteur. C'est terminé. Pas pour tout de suite. Salut Anto, à très bientôt. À bientôt, ciao. Salut Blandine. Salut Guillaume, ça va? Bah ouais, on est bien là, on est dans le cloître des Dominicains. Oui, on a envie de parler à voix basse et de méditer, mais je pense qu'on va bien parler. Est-ce qu'on peut dire que c'est le calme après la tempête? Ouais, exactement, ça fait du bien. Ouais. C'est vrai qu'en plus, la grosse tempête qui est la course, et puis après le contrôle antidopage, les remises des prix, etc. Donc voilà, il y avait beaucoup d'animations. C'est vrai que ça fait un petit temps calme là. Ça fait du bien. On est donc aujourd'hui à Buis-les-Baronnies à l'occasion des championnats de France de trail long et court. La course est finie il y a quelques heures maintenant et puis le protocole et la cérémonie viennent d'avoir lieu. Et qui était sur la plus haute marche, enfin il n'y avait pas de marche d'ailleurs, mais qui était en tout cas derrière le chiffre 1. Au milieu. Avec un chèque. C'était quoi pour une course? C'était non? Tu as eu un chèque, un gros chèque? Ah, t'es invité à une course? Oui, un chèque. Non, je suis invitée à ça s'appelle le Souffle de l'Atlas. C'est une course à l'Atlas, je suppose. Ok. Donc c'est chouette, c'est début octobre. Donc on verra. De mémoire, j'ai quelque chose de très important, mais tu vois, comme toutes les choses importantes, on les oublie. De mémoire, j'ai quelque chose début octobre, mais si je suis disponible, pourquoi pas aller faire un petit tour au Maroc. Blandine, est-ce que déjà une des premières victoires, on peut dire, c'est le fait que tu aies pu être sur la ligne de départ aujourd'hui? Exactement. Quand je regarde derrière moi et que je compte, que je calcule, j'ai repris la course à pied il y a seulement 10 semaines. Et voilà, il y a plusieurs mois, j'étais même pas sûre de pouvoir être là derrière cette ligne de départ. Donc effectivement, c'était ma première victoire. Ouais. C'était la course sur laquelle tu voulais être sur pied, en tout cas, quand tu as commencé à reconstruire, en tout cas pendant l'hiver, et puis quand tu as commencé à recourir en janvier, c'était la perspective, c'était celle-là? Ouais, c'est ça, c'était le premier objectif. Comme on n'était pas sûr, on avait le plan A, et puis après on avait un plan B, un plan B', un plan C. Si jamais pas de plan D', par contre. Oui. Ça, ne vous êtes pas allé jusqu'à celui-là. Le plan D', ouais, celui-là. Tu l'avais eu avant, un peu. Ouais, exactement. Une fracture de fatigue pour citer ta blessure. Ouais, qui m'a arrêté 10 semaines. J'ai bien voulu prendre le temps, faire les choses bien. Dans mon malheur, elle est pas trop mal tombée dans la saison, parce que c'était en fin de saison. Donc j'ai pu aussi prendre le temps de bien m'arrêter, de bien me ressourcer, de bien récupérer et de bien prendre soin de moi. Mais oui, effectivement, c'était le premier objectif et on n'était pas sûr que je puisse être là. Donc, Une belle victoire. Vous avez fait ça patiemment en tout cas. Ouais. Ça s'est reconstruit. T'as croisé aussi un peu? J'ai patiemment. C'est quand on voit sur son plan d'entraînement course à pied, on se dit ouais, génial, et on voit 5 minutes. On se dit 5 minutes. Ouais, j'ai vu ta première semaine, c'était 10 minutes le lundi, 13 minutes le mardi, etc. Ça fait 5, 7, 10, 13. Et une fois qu'on arrive aux 30 minutes, là, on commence à se dire ça ressemble à un footing. Et là, à partir du moment où tu commences à recourir, tu es dans l'espoir que ça va aller? Ou est-ce que tu es pétri de doute et plein d'incertitudes? Bon, alors après, pour être tout à fait honnête, j'ai repris en fait début janvier. Fin d'année, début janvier, là, sur les vacances de fin d'année. Tout allait très bien. J'avais repris un protocole. Pareil, là, pour le coup, on avait fait un autre protocole avec des petits fractionnés marche-course avec 2 minutes de course, 1 minute de marche. Puis on augmentait petit à petit. Mais au bout d'une semaine, récidive de la douleur et des symptômes.
Et là, par contre, à ce moment-là, je me suis pris une claque quand même, parce que ça faisait 8 semaines que... Enfin non, même 10 semaines, je pense que j'étais déjà 10 semaines, que je faisais bien les choses, tout commençait bien. Et là, à ce moment-là, il y a quand même plusieurs jours où je me suis dit, est-ce que je m'en sortirais? Et puis, tant qu'il y avait cette petite douleur, on a vraiment tout coupé. C'est pas grave, on a repris du vélo. Puis on a refait un autre protocole, voilà, avec plutôt des 5 minutes. Et en fait, depuis que j'ai repris, là, mi-janvier, après cette coupure, plus jamais aucune douleur. Donc ça, c'est chouette. Mais oui, effectivement, par contre, j'ai bien gardé une activité pour me maintenir quand même en forme sur vélo, sur le home trainer. Alors, je peux dire que cet hiver, je pense que j'ai passé plus de temps dans ma salle de sport que dehors, où on couplait entre home trainer et muscu. Est-ce que là, le fait de reprendre la course, tu as couru le Seven Trail, c'est ça, début mars? C'est très bien passé. Est-ce que tu as d'une certaine façon un espèce de frein à main quelconque, ou à partir du moment où tu es sur la ligne de départ, tu es dans des dispositions où tu joues à 100% ta chance parce que tu considères que tu es apte et donc tu y vas pleinement? Non, là, moi je suis vraiment à l'écoute de moi et j'ai aucun signe, aucun symptôme qui me ferait douter. Donc pour l'instant, voilà, je touche du bois, mais pour l'instant ça va plutôt bien et je me sens pas du tout bridée. Voire même, j'ai toujours l'impression d'avoir ce sentiment, et je pense que beaucoup d'athlètes qui sont blessés ou qui reviennent de coupure ont le même. Cette sensation, déjà le corps est reposé, donc on se sent en pleine forme, et aussi voilà, j'avais envie de montrer que fallait pas m'enterrer, quoi. J'avais envie de montrer que j'étais encore là malgré toutes ces péripéties. Tu connais bien la course, tu avais fini deuxième en 2019 sur le 42. Là, c'est un format un peu plus long aujourd'hui. Tu es venu mi-mars pour reconnaître ton sentiment sur le parcours avant de te lancer. Est-ce qu'il te paraissait à ta main? Oui, parce que c'est un parcours très varié, qui correspond, dont les coureurs qui sont assez polyvalents peuvent s'exprimer. Moi, j'ai pas non plus une très bonne qualité dans le technique ou dans les montées ou sur le plat. On va dire que je suis plutôt polyvalente et ça me correspondait bien. Là, il y avait un petit peu de tout, effectivement. Mais je savais qu'il allait être costaud à la fin de parcours. Mine de rien, quand on regarde le profil, on a l'impression que c'est que de la descente et elle est bien cassante. Je m'étais toujours dit, ah, ça va, il y en a qui vont faire popcorn à la fin. Et en fait, je crois que pour le coup, c'était moi qui ai vraiment souffert sur la fin de parcours. Ok. Ton sentiment là sur la start list, la densité, toi, t'aimes bien quand il y a ce niveau-là de rivalité, c'est pas le terme, mais en tout cas d'engouement, ou tu préférais avoir une course sur le papier en tout cas un peu plus simple? Là, je trouve qu'effectivement, il y avait une très grosse densité. Très grosse densité, et aussi parce que je voyais les filles, en l'occurrence, Adeline et Julie étaient mes principales concurrentes et je savais leur état de forme. Julie parce qu'elle a fait des très belles courses. Adeline aussi, mais aussi parce que comme elle est dans ma team, on a fait des reconnaissances ensemble et je voyais qu'elle était très forte. Pour être tout à fait honnête, j'aurais aimé faire une course, on va dire, un peu plus facile. Non, j'aime bien quand il y a la densité parce que ça montre l'engouement, ça montre le niveau que le trail français vraiment n'a pas du tout à rougir comparé à Loin de là, ses homologues européens ou mondiaux. Donc ça, c'est génial. Après, effectivement, quand on prend le départ de la course, on s'attend. Enfin, moi, je m'étais vraiment mentalisée à ce que ce soit très dur parce que je savais qu'il allait falloir que je souffre et que je sois toujours à fond pour essayer de faire d'avoir la qualification, objectif numéro 1, et aussi être championne de France, qui était ma petite cerise sur le gâteau. C'était ça l'objectif en tout cas? Ça ne peut être que ça? L'objectif primaire était quand même la qualification, mais bon, à pas se le cacher, dans un coin de la tête, je savais, c'est ce que me disait mon coach, sache au moins que t'as les capacités pour être championne de France. Donc je savais que j'avais les capacités. Après voilà, il fallait juste que je sois en forme mentalement et physiquement. Mais comme je savais que j'avais les capacités, pourquoi pas se donner aussi cet objectif, effectivement. Est-ce que ça peut créer une forme de pression additionnelle versus une course individuelle habituelle? Ça met un enjeu de plus, ou tu restes assez hermétique à ça et tu es là pour faire ta course du mieux possible? Si, bien sûr, mais c'est vrai que je relativise, j'ai pas beaucoup de pression. Tout le monde me demandait si j'avais de la pression parce que j'étais la favorite, une des grandes favorites, que j'ai déjà été effectivement plusieurs fois championne de France. Mais ça m'a pas vraiment mis la pression. En revanche, c'est plutôt moi qui avait vraiment, vraiment à cœur de prouver que, comme je te dis, que j'étais encore là, de montrer que les sensations que j'avais en entraînement, je voulais vraiment les mettre sur le terrain.
Donc, on va pas dire que je m'étais mis la pression, mais j'avais visé haut. Et voilà, après, c'est beau aussi. Hein, c'est ça le sport. Hein. Plus les challenges sont hauts et plus les émotions sont découplées. La stratégie de course que tu avais en tête, à quel point elle était écrite, c'est possible à faire? Moi, j'aimais vraiment stratégie. Et ça, c'est assez féminin aussi. C'est vrai que chez les mecs, chez les hommes, voilà, ils sont tellement proches. Voilà, je crois que ça se tient dans un mouchoir de poche, les 3 premiers. Donc forcément, il doit faire des tactiques. Moi, comme je te dis, je savais que ça allait être dur. Donc ma stratégie, c'était d'essayer de gérer au mieux ma course, mais que je savais que j'allais être tout le temps à la limite. Enfin, voilà, il fallait que je sois dans ma zone haute pendant 57 km. Donc voilà comment j'ai géré. Vraiment, j'ai essayé de pas trop prendre les écarts parce que moi, en général, ça me perturbe parce que soit je suis un peu déstabilisée si je sais que c'est vraiment pas loin et je me dis mince, mais pourquoi elle est pas loin? Est-ce que je suis en train de craquer? Après, c'est vrai que c'est à l'aise de savoir qu'on a la marge. Donc mais tu là, demandes pas l'info? Tu demandes à ce qu'on te la donne pas? Non, je demande pas, mais forcément, on me la donne. Il y a toujours des gens sur le parcours qui peuvent pas s'en empêcher. Mais bon, après, j'écoute d'une oreille et voilà, j'essaie un peu de m'en détacher parce qu'après, quand je sais que j'ai la marche, j'aurais peut-être tendance à aussi relâcher un peu. Là, c'est vrai que sur la fin de parcours, j'ai relâché. Est-ce que c'est parce que je savais que j'avais un peu la marge ou parce que vraiment je craquais? Je pense que vraiment j'ai craqué. Après, est-ce que ça avait été un autre scénario? Je sais pas, mais apparemment technique de course, j'essaie vraiment d'être dans ma bulle et d'être à fond. Enfin là, je savais qu'il fallait que je sois à fond tout le temps. Est-ce que tu avais un point d'interrogation au-dessus de la tête avant le départ? Est-ce qu'il y avait une incertitude quelconque ou une appréhension? Bon, on peut jamais être sûr, hein. On peut jamais être sûr de ce qui va se passer. Donc, bien sûr, c'est là, c'est le 7 avril à 14h qu'on sait le dénouement. Par contre, une chose que j'étais sûre, c'est que j'étais prête. Okay. Voilà, je savais que j'étais prête. Je savais que j'avais fait l'entraînement qu'il fallait. Donc après, l'interrogation, c'était sur l'état de forme de mes concurrentes qui s'avérait effectivement très bon. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'avoue que je préfère faire des courses où il y a peut-être moins de densité, c'est parce que c'est un peu plus facile. Par contre, je suis très contente qu'il y ait finalement, maintenant que ça se déroule comme ça, je suis très contente que les filles, finalement, soient pas si loin que moi, parce que ça montre quand même un très bon niveau. Et ça va là, pour le coup, tu parlais de mouchoir de poche, il y en a eu un chez les filles, là, les places 3, 4, 5, 6, là, ça s'est joué vraiment très, exactement. T'as des copines en plus de l'équipe Keep Run, donc c'est chouette, qui ont bien performé, Adeline notamment. Mais voilà, pour les championnats d'Europe, on aura une très belle équipe, je pense. Donc ça, c'est chouette. C'est la cloche. C'est les moines qui vont sortir peut-être du cloître. Blandine, est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes ta course dans les grandes lignes? En tout cas, il y a une première boucle de 21 km, vous passez par Bulle-et-Baronnie et puis ensuite une autre boucle de 37 km. Comment est-ce que toi, tu as appréhendé, dans les grandes lignes en tout cas, cette course? Comment tu l'as vécue? Écoute, la première boucle, en fait, mais vraiment, quand je dis ça, c'était à fond du début jusqu'à la fin, quoi. Et la première boucle, c'est parti fort. Je sentais que Julie, au début de la première boucle, je sentais son souffle contre mon cou et sur la nuque. Et parfois, c'était l'inverse. C'est moi qui lui soufflais sur la nuque. On était vraiment très proches. Et je me suis dit, bon, allez. Et là, c'est vrai que là, je me suis dit, bon, prépare-toi, Blandine, à souffrir pendant à peu près 6 heures. Parce que si tu veux ce titre, va falloir se battre, quoi. C'est pas un scénario que tu imaginais, ça, d'avoir Julie pas très loin derrière toi? Oui, je l'avais imaginé. Ouais. Mais bon, ça me l'a confirmé dès les premières minutes de course. Et elle a été très costaud. Donc vraiment, j'ai voulu faire... En fait, j'ai essayé dès que je pouvais. C'est vrai que normalement, il aurait fallu que peut-être que je parte pas aussi vite, parce que je suis quand même partie très vite. Mais bon, finalement, à la première boucle, elle a que 2 minutes derrière moi. Donc je pense qu'elle était vraiment, vraiment aussi très costaud. Je voulais pas partir aussi vite, mais en fait, toutes les minutes de gagner, c'était ça. Je me disais. Donc dès que je pouvais être au max sans risquer de l'explosion, le popcorn, je le faisais, quoi. Mais j'étais vraiment à ma limite. Et ça, c'est un avantage de bien se connaître pour ça. Et puis après, voilà, moi l'idée c'était d'en garder un peu sous le pied pour la fin parce que je savais qu'elle allait être difficile. Bon c'est pas tellement ce que j'ai fait. Après il y a une longue montée que j'adore. Donc là je pense que j'ai fait une très belle montée. Après, on fait il va savoir pourquoi, mais on fait un petit détour pour aller voir la montagne de Bagne. Là encore, c'est assez technique. Il y a un bon petit radar, mais c'est vrai que c'était 1200 mètres d'ascension, là. Mais c'est quand même technique. On passe à travers des champs, etc. Et puis après, on arrive à Poët-en-Percipe et la fin, il y a toujours des petites remontées jusqu'à même à la toute fin. Faut pas croire que les 16 derniers kilomètres, c'est que de la descente, parce qu'en fait, il y a quand même des petites remontées et les descentes sont raides et techniques. Et ça, c'était pas évident. Et là, j'ai commencé un petit peu à souffrir.
Après, c'est sûr qu'à 5 km de l'arrivée, quand j'ai vu que j'avais. À cette époque-là, à ce moment-là, je pensais avoir 7-8 minutes d'avance, sinon j'en avais que 5. Mais je savais que bon, si je continuais à courir, au moins, si je tenais le coup, ça allait fonctionner, quoi. Donc là, tu te dis que c'est, sauf accident industriel, Ouais. le titre pour toi. Ouais. Je voulais pas trop le penser parce que c'est fou quand je voyais des gens et qui m'ont dit allez, c'est bon et c'est pour toi. Tout de suite, j'ai commencé à sentir les larmes qui montaient alors qu'il me restait encore 3-4 km. Je me suis dit non, t'emballe pas, laisse pas les émotions Garde-les pour le t'envahir. podium, les larmes Ouais, que tu as eues. c'est ça, exactement. et un peu le souffle coupé. Je dis non, c'est pas bien là, il faut les garder et voilà, t'auras tout le temps pour les sortir, ces émotions. Tu as pleinement maîtrisé ta course, on peut le dire. Ça a été une très belle victoire en tout cas. Donc un titre de plus dans ton escarcelle. Ton sentiment à l'arrivée, c'est quoi? La satisfaction? La satisfaction de la joie et vraiment ce sentiment du bon travail accompli et non, mais un peu de soulagement. Se dire c'est bon, je suis encore là. Parce que je voulais le montrer aux autres, mais il fallait aussi que je me le montre à moi. Que je suis encore là, que je suis encore dans le niveau, que je suis encore dans le game. Et énormément de fierté. C'est vrai que j'ai enchaîné quand même des entraînements. J'ai un peu changé vraiment ma manière de m'entraîner. C'est vrai que j'ai fait des choses que je pensais pas pouvoir être capable et ça a fonctionné aujourd'hui, quoi. Est-ce que malgré tout, il y a toujours des pistes d'optimisation? Est-ce que tu es déjà dans l'analyse ou là, il y a juste de la place à la satisfaction et la plénitude? Ou est-ce que déjà tu es en train de refaire un peu le film et essayer de creuser ce que tu pourrais faire peut-être différemment la fois d'après? C'est sûr, la fois d'après, elle arrive bientôt et ça va être encore un cran au-dessus, hein. Elle arrive dans 2 mois pour les Europes, donc on a envie de... Effectivement, on va voir avec le coach. Là, juste, on rigolait parce qu'en fait, au niveau nutrition, j'ai énormément de progrès à faire. On vient de calculer, j'étais même pas à 30 grammeurs donc, de glucides. Donc déjà, il y a quelque chose à faire. Pourtant je me suis chargée pour en avoir 70 grammeurs, hein. Mais j'ai bu moins de la T'y moitié. penses pas ou t'as pas envie? Mais je trouve que ça passe tellement vite. Et ce que je disais, je ne comprends pas parce que j'ai toujours l'impression d'être en train de boire, en train de prendre un petit gel. Mais en fait, la boisson, je dois prendre des petites gorgées. Moi, les gels, j'ai des petits éco-flasques. Donc en fait, je prends pas toujours l'équivalent d'un gel. Je dois prendre l'équivalent d'un quart de gel par gorgée. C'est que j'y pense pas. C'est vrai que j'ai jamais eu de soucis digestifs. Il faudrait que en fait, peut-être mettre une alarme sur la montre pour dire. C'est vrai que là, ça fait longtemps parce que. Que Mathieu t'appelle toutes les 15 minutes. Ouais, exactement. Avec un petit cœur, il dit oublie pas de manger. Non, parce que je pense que je dois prendre des petites gorgées à chaque fois et j'ai l'impression de tout le temps boire, mais c'est pas suffisant, quoi. Est-ce que ça laisse le temps là d'être en forme là pour Annecy? C'est dans 2 mois, c'est demain? Est-ce qu'avec l'intensité que tu as mis là, il y a le temps de se reconstruire et puis de faire bien les choses? Ouais, il va falloir que je fasse une bonne pause. Bon, ça tombe bien, j'ai 7 jours d'astreinte. Enfin, j'ai 72 heures non-stop, un petit jour de récup et 72 heures. Ouais, demain matin à 8h, je suis au bloc opératoire pour opérer. ça c'est ma... Je crois que ça m'a plus travaillé de savoir ça hier que la course. T'y penses quand tu cours ou pas du tout? Jamais? Oui, j'y pense parce que je me dis, écoute, tout ce que tu fais, c'est du bonus. La vraie vie, elle est demain quand tu auras des vies entre les mains. J'y pense, j'y pense pas tout le temps, mais c'est parmi tous mes petits messages que je m'envoie. Il y a celui-là. Il n'y a pas que celui-là, hein, bien sûr, hein, je sais pas. Mais voilà, ça me permet aussi, ou sur une ligne d'arrivée, sur une ligne de départ, dire bon, écoute, c'est beau, mais il n'y a pas de vie entre... la vie des gens, la vie notamment d'un nouveau-né et d'une femme jeune en âge de procréer ne dépend pas de toi si tu rates la course. Et finalement, des fois, ça permet aussi d'avoir un petit peu... se remettre un peu les pieds sur terre et de se dire, il faut juste que tu donnes tout et puis on verra ce que ça donne. Donc effectivement, pour répondre à ta question, une petite semaine de récup, là, je pense, ça va me faire le plus grand bien. Et puis après, on retourne au charbon. C'est parti pour un tour. Annecy, ça va être différent d'ici. Il y a aussi un titre de championne d'Europe qui est le tien aujourd'hui. Peut-être, j'imagine, tu vas être dans une disposition où tu vas pas avoir envie de le lâcher, j'imagine. C'est quoi les qualités qu'il faudra avoir là-bas qui peuvent faire la différence? J'ai pas du tout reconnu le parcours, donc je sais pas. Mais je crois que c'est à peu près le même ratio dénivelé qu'ici. Il va falloir être en forme mentalement, physiquement. Je pense que ça va être un peu plus technique, ce qui est pas trop à mon avantage. Je te dirai quand on va reconnaître tout ça début mai avec l'équipe de France. T'es reparti en bleu, blanc, rouge là donc. Est-ce que tu vas retrouver avec le plus de plaisir? C'est quoi? Moi, c'est toujours... je trouve ça... Moi, c'est un rêve... c'est pas je suis rentrée par là, en fait, par l'équipe de France. Et ça m'émeut. C'est vraiment des motivations
des motivations supplémentaires. J'ai toujours une fierté de porter le maillot bleu, blanc, rouge et je m'en lasse pas. Et là, quand je vois notre équipe, je suis tellement heureuse, ça va être génial. Il y a vraiment que... Bon, c'est rare quand même dans le trail d'avoir des mauvais éléments, mais là, dis-toi que les 4 filles, on était toutes les 4 aussi au championnat du monde en 2019. Clem, Julie, Adeline et moi. Et en plus, il y avait Marilyn Nakache et on était 6. Honte à moi. Sarah Vieille. Oula. Elle va On me n'est pas gronder. passé loin, je t'ai pas aidé, on a tout le monde remarqué. Mais en tout cas, voilà, sur les 6, il y en a 4 qui sont encore là et ça s'était super bien passé. Il y avait vraiment une très bonne ambiance, une très bonne dynamique. Chez les mecs, je suis aussi très contente. Il y a un peu plus de renouveau, bon, pas avec Thomas, mais en tout cas, et puis Benjamin, on se connaît l'année dernière. Hugo Deck, je trouve ça très chouette. Ça va porter Mais du je pense fun. que ça va être une très belle équipe et je suis très heureuse de partager ces moments. Et puis en plus, pour revenir sur ta question, le trail, c'est quand même un sport individuel et ça permet d'avoir un petit côté équipe et un sport d'équipe dans cette individualité et puis représenter la France, c'est magique. Rendez-vous fin août aussi, a priori, pour un autre beau rendez-vous. Il y a quelques minutes que tu vas aller chercher en moins sur l'UTMB. J'aimerais bien, mais là, vu l'état dans lequel je suis après 57 km, je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire un ultra? Bon, si je le fais à cette allure, je pense que je gagne et je bats le record de la course. Donc, j'aimerais bien m'améliorer. Là encore, de toute façon, comme tous les ans, il y a une énorme densité. J'ai la chance d'avoir mon ticket pour l'année d'après, vu que j'ai fait 3e cette année. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai adoré l'expérience. J'espère que c'était pas la sensation de la première fois et que je vais adorer aussi la deuxième. Mais c'est vrai que là, quand j'étais dans le livre, je dis en fait, finalement, les ultras, c'est bien parce que t'es quand même un peu plus. T'es moins dans l'intensité. Moins dans l'intensité. Après, aujourd'hui, il y a des moments où j'avais mal et j'étais pas bien. Et je me suis dit, ça, l'ultra, ça m'aide pour te dire, allez, accroche-toi parce que ça va passer. Ou voilà, où tu connais, c'est parce qu'on souffre aussi en ultra. Donc ça m'a aussi permis de dompter la souffrance. J'ai 2 dernières questions pour toi, Blandine. Je voudrais juste que tu me parles de L'Envol. Oui. Le film qui a été présenté là, notamment dans le Festival Nature Trail. Je pense que c'est l'occasion de le raconter peut-être, enfin, tu vois, le principe, l'association. Ouais, alors on a fait un film l'année dernière qui raconte globalement mon engagement auprès de l'association Basket au pied, qui est une association qui met à disposition des casques à réalité virtuelle, mais avec vraiment des belles images de nature créées par des professionnels en drone ou en caméra, pour des enfants qui sont hospitalisés dans les services d'onco-hématopédiatriques, donc en fait des enfants qui sont atteints de cancer, dans un but d'analgésie ou de les faire voyager, ou voilà, ne serait-ce qu'un petit moment, ces enfants qui restent des semaines, des mois dans les hôpitaux, dans leur chambre d'hôpital. Donc ça permet vraiment de les évader. Et puis, donc le film se conclut sur l'UTMB. Et à l'UTMB, il y a justement un de ces enfants qui est maintenant en rémission d'une leucémie, un adolescent de 16 ans, mais qui a passé toute sa jeunesse dans les hôpitaux. Et en fait, il a pu suivre en insight avec donc Mathieu, mon conjoint, qui me ravitaillait, et puis toute mon équipe de ravitailleurs. Et il a pu suivre pendant les 24 heures de l'UTMB le déroulement de l'UTMB. Souvenir d'une vie. Ça a été, il nous en reparle encore. Pour vous aussi, je pense aussi. Ouais, moi, ça a été aussi une motivation, ça c'est vrai. Je pensais tout le temps, je pensais très souvent à l'association, à Jules qui était là, et voilà, je me disais je peux pas abandonner pour eux. Et ça a été vraiment un super échange et partage, parce que lui aussi en a vraiment gardé un très bon souvenir. La chose dont tu as le plus envie maintenant pour terminer cette journée en beauté, c'est quoi? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Prendre une bonne bière. Ah ouais, t'en as là en plus avec. Ouais, mais non, c'est Mathieu qui les a là. Ok. Une bonne bière, au gagnant, une douche, puis passer du temps avec tous mes proches et tous ceux qui ont été contributeurs, qui ont contribué à cette victoire, parce qu'en fait, moi ça va, j'ai tous les phares, toutes les lumières, tout le bon côté, sauf qu'en fait, il y a le coach, il y a Mathieu. Il y a l'équipe aussi, j'imagine, les copines. L'équipe Run, tous les gens dans le côté médical, mon kiné, tout le monde qui est derrière moi. Après, il y a aussi Philippe, Propage, même si c'est plus mon entraîneur, il est aussi là en tant que, dans la team. Je suis vraiment très contribué à un moment à cette histoire-là. C'est une tribu. et j'ai envie de remercier tout le monde. Malheureusement, je pense que ce soir, on va pas pouvoir se faire un gros apéro tous ensemble, mais bon, au moins avec Parce que tu peux Mathieu. garder tes bières, ça, j'ai bien compris.
Mais on fêtera ça avec Mathieu et mon coach parce que mon coach aussi habite à moins d'1 kilomètre de chez moi. Donc, Merci beaucoup pour ta dispo, Blandine. Je te libère. Il y a Nico, qui est une frère de la bande à des plus, qui t'attend pour un super épisode aussi, à coup sûr. Merci. Salut Manon. Salut Guillaume, ravi de te revoir depuis l'été dernier. Depuis trop longtemps, ça fait trop longtemps. Moi je trouve que c'est trop long, on se voit pas assez Manon. Mais on n'est jamais très loin aussi. Oui. Puis je suis encore avec beaucoup d'attention tes nombreux podcasts, donc c'est toujours un régal en tout cas. Ah c'est gentil, merci. Moi je suis tes aventures de très près avec beaucoup d'affection. J'espère que tu le sais, mais je crois que oui. Manon, on va revenir donc sur ta course aujourd'hui. C'était les championnats de France de trail long, en tout cas pour ce qui te concerne sur le format 58 km. T'étais jamais venu ici, je pense, à Buis-les-Baronnies pour une course, en tout cas. Non, pas pour le trail de la Drôme. Ouais, je suis venue pour le Ventoux, donc pas loin. Donc on retrouve un peu les mêmes terrains il y a 2 ans. Et là, je suis venue en reconnaissance il y a quelques semaines. Que j'ai pu partager la reconnaissance avec Jennifer, avec Marine Quintard. On s'est régalé avec Nico d'ailleurs, Nico Martin. On s'est régalé et le terrain ça change complètement du Jura, donc c'était aussi intéressant d'aller chercher aussi des terrains un petit peu différents, gagner un petit peu en polyvalence, parce que chez nous, il y a un petit peu de dénive, mais c'est pas du tout dans les mêmes... c'est pas si piégeux, si technique. Et puis, culturellement, les maisons... on a envie de rester, franchement, on a envie de prolonger. Petite aire de vacances, quand même. Franchement, de visiter, il y a plein de choses. Est-ce que c'est une façon de dire aussi que c'était pas un terrain exactement pour toi, là, quand tu dis aller un peu tester de la polyvalence et tout, sur le principe, en tout cas, c'est pas forcément les terrains les plus adaptés, un peu trop roulant peut-être pour toi, ce que tu aimes, oui. Et sur la distance aussi en elle-même peut-être? Alors, clairement, c'est pas mon type de profil. Après, moi, j'avais quand même joué la carte un petit peu cet hiver de gagner justement en vitesse, à plat. Donc, je voulais aussi voir ce que ça donnait. Alors, malheureusement, en vue de la forme du week-end, j'ai pas pu voir. C'est dommage. Mais par contre, voilà, l'idée, c'est de gagner justement en polyvalence. Alors, même si je vais préparer ma saison d'ultra, et elle se veut quand même très alpine, très montagne comme j'aime, c'est aussi dans mes qualités de coureuse, parce que voilà, mes points forts, c'est bien de les entretenir. Mes points faibles, il faut les travailler. Et sur un UTMB, quand ça court, c'est aussi intéressant d'aller justement chercher quelques objectifs en début de saison. Les championnats de France, c'était parfait pour travailler la vitesse à plat, puisque ça, c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie, je dois dire. Le plaisir est très relatif. Là, sur la prépa, justement Si, je prends plaisir parce que j'ai un entraîneur qui s'adapte énormément, en tout cas, et qui me sort des séances toujours aussi ludiques et qui change tout le temps. Donc, je peux pas dire que j'ai pas pris de plaisir. Par contre, c'est clair que c'est pas vraiment j'y vais des fois avec un petit peu de stress sur les séances, parce que c'est clairement pas dans mes cordes, quoi. Et puis je venais aujourd'hui sans prétention, même si là ma 9e place, clairement je pense que c'est pas ce dont je suis capable. Je pense que je vaux quand même mieux que ça, mais voilà, là le top 3 voire le top 5, il était quand même particulièrement relevé. Le top 3 est intouchable. Donc les filles ont pour certaines vraiment des qualités de coureuses à plat, et faut voir que sur un terrain comme ça où il y a quand même 3000 de dénivelé quasiment, mais un terrain technique avec des phases vraiment de relance et tout, elles sortent carrément leur épingle du jeu, et ça aurait été beau à voir. J'aurais presque voulu être spectatrice aujourd'hui pour voir le fight avec les hommes et les femmes. T'attendais peut-être un peu plus d'ailleurs de la deuxième partie du parcours, qui était un peu plus technique, en tout cas, c'était peut-être plus à ta main sur le papier là aussi? Oui, alors en fait mon espérance, c'était, alors on a fait la première boucle où je suis partie avec le groupe de défis, donc le deuxième groupe. Et puis clairement, moi, j'ai pas pu accrocher. Au bout de quelques kilomètres, je sentais que le pace était trop haut et que j'avais des jambes un petit peu en coton. Donc j'ai temporisé en me disant, rien de grave. Enfin, moi, c'est vrai que je suis un diesel quand même, donc je mets un peu du temps à me chauffer. Et les 20-30 premières minutes, des fois, c'est pas terrible les sensations, puis ça revient. Et là, en fait, c'est jamais revenu, donc c'était quand même assez difficile, assez frustrant. Donc j'ai espéré en fait dans ma tête pour le côté place et puis classement, parce que tu viens pas au championnat de France non plus pour juste te balader et faire du volume, sinon tu fais autre chose. Maison, Ou tu vas visiter la Drôme. Voilà, ou tu vas visiter d'autres courses. Mais du coup j'espérais de pouvoir revenir avec mes compétences d'endurance et aussi faire travailler, remettre un petit peu. Moi mes compétences, c'est quand même les montées fortes. Il y a quand même quelques radars. Et les descentes techniques, il y a quand même des belles descentes techniques. Et en fait, là, j'ai absolument pas pu m'exprimer parce que j'avais vraiment des douleurs musculaires. J'ai eu beaucoup de crampes, malheureusement, aux ischios et puis à
alors c'est pas l'abducteur, mais je pense que c'est vraiment au niveau du psoas, ma droite, avec des douleurs au niveau du ventre, du coup, parce que ça m'a pris un petit peu. Donc j'ai dû gérer avec ça, et puis clairement, en fait, je suis restée dans une allure seuil qui est. Je pense que je suis à peu près sur mes allures de reconnaissance quasiment, donc pour te dire que c'était quand même clairement pas un bon jour pour moi. Mais voilà, je suis restée quand même dans le rouge tout du long. J'ai quand même fait le job, mais à une allure qui est clairement pas dans mon plein potentiel. Donc ça fait top 10, mais dans la douleur, dans la souffrance. Et par contre, moi, je suis ravie de voir les copines, voilà, pour certaines faire des classes canon, quoi. Et puis montrer que voilà, le travail paye, et puis qu'il y a des jours ça va, il y a des jours sans, et puis faut pas lâcher les armes pour autant, faut se faire violence. Et mon entraîneur m'avait dit juste avant, si ça va, tu sais où tu dois pousser. Si ça va moins bien, dis-toi que c'est aussi la fin d'un UTMB quelque part, c'est là où tu vas apprendre. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et dans ma tête, ça a tout de suite fait, là, en fait, pour la suite, pour l'ultra, c'est parfait, quoi. Enfin, ça va pas, t'as pas de jambes. C'est jamais revenu quand j'ai passé le ravito là à Buis. J'étais loin, vraiment. J'étais 12e, et puis j'étais déjà j'étais à 5 minutes, je pense, du top 5. Donc autant te dire qu'il fallait, il fallait pas improviser, mais il fallait gérer, quoi. Gérer, et puis se mettre en mode robot, quoi. Tu te fais une raison à ce moment-là quand tu vois que c'est loin devant déjà? Est-ce que tu te dis qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de la course, ou il y a quand même la possibilité, sachant qu'il reste quasiment 40 km derrière? Oui, je me disais quand même que la deuxième partie du parcours me correspondait plus. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, je vais quand même pouvoir reprendre quelques places. Après, là, clairement, dans ma tête, le top 5, moi, je pense que je venais quand même dans l'idée d'accrocher au mieux le top 5. Donc, mais là, je me suis tout de suite dit, allez, le top 5, là, c'est mort. Mais par contre, essaie d'aller chercher un petit peu quelques filles, et puis essaie de lisser quand même ton effort, même si là, c'est quand même pas terrible au niveau du pace. Je me sentais très vite, si je voulais à peine accélérer, en fait, j'étais tout de suite hors zone, quoi. Donc il fallait aussi gérer tous ces, et puis les petits aléas des crampes, parce que j'ai jamais de crampes, et là je pense que je manque un petit peu de boss, de technique. En boss, j'ai pas fait beaucoup de prépa speed trail, en tout cas là sur les derniers mois. Enfin, je manque un petit peu de tout ça, et la muscu n'a repris que il y a 2 semaines. Donc voilà, et puis j'ai chargé aussi un petit peu tard, mais parce que voilà, il y a la Transvulcania, il y a d'autres enjeux qui arrivent assez vite. Donc beaucoup de boulot aussi, je crois. Oui, alors ça je pense chargée. qu'il faut que je revoie aussi un petit peu mon mode de vie, parce qu'on n'a rien sans rien, et même si j'ai diminué un petit peu mon temps en tant que coordinatrice, mes journées restent vraiment très très chargées, et après, si à un moment donné tu vas avoir récupéré physiquement comme mentalement, il n'y a pas de secret, hein, faut aussi pouvoir différer, et puis oui, puis pas s'entraîner jusqu'au mardi en mode il fait beau, je vais courir, ou me remettre encore des séances un petit peu difficiles le week-end avant une course comme ça, mais c'était, voilà, je venais pas de toute façon pour aller chercher une sélection, donc après j'aurais quand même espéré faire un petit peu mieux, c'est sûr. Je reviens un tout petit peu en arrière là, sur ta préparation, et notamment les courses là on est en début de saison, mais il y a quand même quelques courses avant, notamment le trail du Cirque du Fer à Cheval au mois de mars. Il y a eu 2 courses, je crois, en Bourgogne aussi, qui sont bien passées. Pour toi, avec pas mal de vin, je crois, à l'arrivée d'ailleurs, grâce à ta performance. Ouais. J'ai fait un semi et puis une course en Bourgogne. Oui, en effet. T'as une cave bien garnie là, de ce que j'ai la cave. Alors bon, même si en ce moment c'est pas trop l'idée, mais après nous on aime bien le vin. Enfin, dans le Jura, on a quand même des belles appellations. Et puis là, côté Bourgogne, moi je suis pas, je suis quand même plutôt fine bouche, hein, donc c'est toujours à prendre. Je préfère ça que des coupes ou de l'argent, mais en effet, il y a eu quelques courses courtes, des 30 km. Donc, je suis clairement sortie de ma zone de confort. J'ai vraiment gagné en vitesse à plat. Là, je l'ai ressenti, moi, sur mes séances, mes dernières séances. Donc, ça, c'est coché. Et ça me servira très probablement. Alors, pas pour la Diag, je pense. Ça devrait pas être... mais en tout cas, pour un UTMB cette année, enfin, si je peux aller un petit peu plus loin encore que la Foulie, et boucler la boucle, ça va me servir en tout cas pour toutes ces parties où voilà, tu as fait 50 km, mais là, il faut relancer. Il y a 4 km de route, il y a 4 km en plat montant. Et clairement, le travail d'hivernal, il va payer, je pense. Ces courses-là, justement, de début de saison, est-ce qu'elles sont interprétables, justement? Est-ce que tu as moyen de pouvoir te dire que tu arrives dans des bonnes dispositions ici, ou il y a forcément un énorme point d'interrogation
fais de la densité, du fait que c'est une autre distance, ou est-ce que ça conforte quelque chose, ou c'est vraiment plus ça fait partie de ton planning et ta construction et on peut pas tellement tirer de conclusion sur les courses d'avant? Moi, je trouve que j'ai pas forcément mis beaucoup de dossards. Alors, 3 dossards, mais avec vraiment à chaque fois que c'était plutôt dans des entraînements pour certaines. Alors, le semi, je suis arrivée quand même en étant un petit peu plus fraîche parce que bon, bah, forcément, je voulais quand même essayer de faire vraiment une course pleine et puis être mentalement présente. Les autres, c'était vraiment dans Non, le je dis cadre pas de que ma c'était prépa. trop, c'était pour savoir si en Ouais. tout cas le fait d'avoir réussi en tout cas sur ces courses, ça En te... tout cas, j'avais des bonnes sensations. J'ai eu une bonne sensation sur semi. Alors, un semi qui n'est pas tout à fait un semi, hein, donc le temps n'est pas terrible, mais parce qu'en fait, il y avait du dénivelé, il y avait 150 de dénivelé, et puis c'était dans les coteaux, dans les vignobles. Donc, c'est pas du plat. Alors, c'est sûr que c'est rapide, roulant, hein, mais on peut pas. Voilà, on a facilement 5-6 minutes de plus qu'un semi à plat sur route, quoi. Mais par contre, j'avais des très bonnes sensations. La première course que j'ai faite, cet hiver là en Bourgogne, il faisait un temps horrible, mais des super cannes, alors que j'avais chargé comme une mule toute la semaine. Et puis la dernière course au fer à cheval, je sortais un petit peu je m'étais bloqué le dos quelques jours avant, donc c'était pas terrible. Mais voilà, l'idée c'était d'y aller pour finir le bloc. Donc ouais, moi ça m'a conforté dans le sens où je peux être en forme à certains moments. Pourquoi la forme n'était pas là aujourd'hui? Là, il va falloir quand même analyser parce que j'ai quand même eu une semaine de décharge. J'avais très envie de courir. Donc, c'est pas du tout la tête qui a pris le dessus, hein. J'étais clairement présente, dedans, concentrée. Mais il y avait vraiment pas beaucoup d'essence dans le moteur. Donc, va falloir réfléchir un petit peu à tout ça. Mais ça me conforte. Ça peut que être un élan supplémentaire pour la suite, de toute façon. Souvent, quand il y a un bas, il y a des fois un haut derrière. Et puis on en tire beaucoup plus de conclusions aussi. C'est ça. C'est comme ça. C'est là où on apprend le plus, hein, au final, hein, dans les, entre guillemets, les échecs. Même si moi, je vois pas d'échecs aujourd'hui. Hein, j'ai couru avec les armes du jour. Mais par contre, j'ai appris beaucoup, encore une fois, sur moi, quoi. Ça te galvanise, là, une course qui a une start list comme ça, aussi dense? T'as envie d'aller au combat, ou tu aimerais une course un peu plus simple parfois? Ah non, ouais, Non, c'est ça super d'avoir... Là, clairement, je pense que là, les meilleures Françaises spécialistes sur cette distance-là étaient là. Donc, clairement, là, il y avait le gratin, quoi. Et puis, chez les garçons aussi, hein, ils se sont bien bataillés devant. J'avais pas... voilà, en termes de pronostics, c'était pas évident, hein, de faire des pronos en vue de cette première partie du parcours qui est très très roulante et puis qui peut être très piégeuse. On peut partir très vite, et puis après il faut avoir quand même un petit peu des qualités d'endurance, même si il se veut très roulant ce parcours. Il y avait des cartes à jouer, et c'était aussi chouette de pouvoir voir un petit peu où en sont les autres aussi en ce début de saison, quoi. On va avoir un championnat d'Europe ça va être beau, très relevé, et je pense que là les Français c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Nico, c'est que ça a redistribué complètement les cartes pour pas mal de coureurs. Donc, ça montre aussi la densité qu'on a en France. Hein, c'est que il faut là, vraiment y a gagner quand même- sa place. Exactement, tous les ans, et faire ses preuves. Et pour des ça, cadres. je trouve ça chouette. Et grâce à l'effet face, on a ça nous permet d'avoir un vivier sur lequel s'appuyer, et que tous les ans, on puisse aussi jouer le jeu de revenir aux France pour gagner sa place. Moi, je trouve que c'est très compétitif et très grisant pour, en effet, le coureur. Et rien d'acquis, effectivement. C'est-à-dire que même si on Rien sort d'acquis. d'une médaille de bronze au championnat du monde, il faut retourner au fight. c'est ça. Et puis, avec un profil, là, pour le coup, Bien qui sûr, me correspondait bien sûr, bien. ouais. Hein, donc, c'est sûr que voilà. C'était... et je sortais de blessure, donc comme quoi, faut pas des fois aussi... voilà, on peut pas trop faire de il pronos. n'y a pas toujours de logique, en fait. Il n'y a pas de logique, je crois. Je crois que surtout dans ce sport-là, franchement... Il y a eu pas mal, c'était un sujet de discussion beaucoup ces derniers jours, pas mal de DNS, de coureurs qui n'ont pas pu partir, de blessures. Est-ce qu'il y a un sujet peut-être d'agenda ou dans le principe de sélection, des choses qui pourraient être organisées différemment selon toi, ou qu'est-ce qui peut expliquer peut-être que... Est-ce que c'est inhérent au début de saison par nature, ou peut-être certains poussent un peu trop Moi, je vois deux choses. Déjà, il y a eu très peu de neige cet hiver. On est quand même, pour la plupart des coureurs, dans des régions où ça skie, hein, beaucoup Rhône-Alpes, Auvergne, Jura, Vosges et compagnie, Pyrénées. Et clairement, on a manqué de neige, donc je pense que les gens ont moins croisé avec du ski, ce qui peut faire qu'ils ont, au final, plus couru en termes de volume, et ça peut expliquer les petits pépins, les nombreux pépins pour certains en début de saison, qui, malheureusement, hein, un paquet était quand même à mettre cet objectif France en haut du panier. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis l'autre chose, je vois qu'il y a aussi notre sport se professionnalise. Donc le risque de la professionnalisation, c'est quand même en faire plus, alors que c'est déjà quand même, c'est quand même un sport qui est très traumatisant.
Donc, il y a peut-être aussi un petit peu de ça, hein, le fait Mhm. que les gens soit diminuent leur temps de travail, soit arrêtent de travailler pour quelques années. Donc, ce qui est très bien pour notre sport. Mais quand on Ça prend peut ces accroître le risque de décisions-là, blessure. voilà, c'est Ouais. ça. Je pense que le risque, c'est de s'entraîner bien plus, vraiment charger plus, faire plus de musculation. Et puis, du coup, le risque de début de saison par rapport aux blessures, c'est... Voilà. Mais oui, un nombre de DNS quand même assez impressionnant. Moi, on en a parlé avec pas mal de monde et ça a étonné quand même un petit peu tout le monde, hein. Mhm. Ça questionne. Et que ça a annoncé aussi dans les dernières minutes, quoi. Donc, Mhm. c'est des blessures qui probablement, voilà, ils ont essayé de Ouais, faire se donner le toutes les max chances de pouvoir pour, partir. voilà, c'est ça. Et au final, bon, c'est des blessures qui sont soit graves, soit chroniques. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant, ouais. Maintenant, tu avais une stratégie en tête sur la course? Tu avais défini des principes ou c'est plus des temps de passage, stratégie de nutrition? Enfin voilà, qu'est-ce que tu avais organisé? Qu'est-ce qui est anticipable vraiment? Et est-ce que ça peut se tenir ou est-ce que c'est tout le temps en constante réévaluation au gré des kilomètres et du ressenti? Là, du coup, j'ai complètement improvisé en vue de l'état de forme, mais clairement, j'avais, oui, une stratégie. Au niveau nutrition, clairement, il fallait que je m'oblige à manger, alors ce qui a été un petit peu délicat, mais c'est quand même pas si mal. Donc, j'avais de la boisson NAC et puis, au final, j'ai pris 1 ou 2 compotes NAC. C'est pas énorme, hein, sur 58 km, mais au final, j'ai eu des petits coups de moins bien, mais au moment où en fait, je pouvais vraiment plus boire parce que ça me tirait trop sur le psoas, là, au niveau viscéral, je pense. Il faudra quand même que je fasse un petit check chez l'ostéo, je pense, pour être sûr qu'il n'y a pas un psoas un petit peu inflammé ou quoi. Ok. Mais la stratégie nutritionnelle n'était pas si mal et puis les produits me conviennent vraiment bien, donc ça c'était intéressant, surtout en vue des ultras, parce que là, manger sur 5-6 heures, au final, ça devrait être facile. Ça ne l'est jamais pour moi. Donc, on imagine quand on projette sur 20 heures, voire 30 heures pour une diag, ça va être d'autant plus délicat. Donc, il faut absolument que ça vienne dans mon quotidien, hein, pour que je puisse gagner vraiment là-dessus. Et puis, mon autre stratégie, c'était de vraiment mettre le paquet sur les parties où c'est mon point fort, notamment les descentes techniques et puis les montées qui se veulent vraiment quand même raides, mais aussi qui se courent, parce que moi je cours quand même beaucoup, souvent. Et là, malheureusement, aujourd'hui, les montées, j'étais vraiment pas dedans. Donc en fait, j'ai juste dû temporiser. Et puis dans les descentes, j'ai pas forcément joué plus que ça parce que en fait, dans ma tête, vu qu'il y avait plus d'enjeu de place, il fallait assurer d'arriver au bout sans aucune blessure pour pouvoir imaginer la suite. Et en fait, je me suis juste remis, réadapté un petit peu au fil de l'eau, mais du coup, stratégie pas du tout appliquée, malheureusement. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter sur ta course? Tu nous as raconté déjà un certain nombre d'éléments. Est-ce que tu veux nous la rebalayer dans les très grandes lignes, en tout cas, sans rentrer peut-être dans le détail, mais voilà, sur un peu les différents chapitres qui les ont constitués? Ouais, non, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a eu une course assez lisse, hein, dans le sens où j'ai dû juste gérer, alors avec un petit coup de moins bien quand même arrivé au 40e, parce que voilà, des douleurs et des crampes. Ma fin de course est peut-être un petit peu meilleure au niveau de la gestion, parce que du coup, là, j'essaie d'aller chercher, parce qu'on me dit que c'est pas si loin au final, il y en a encore 1 ou 2 qui peuvent... Donc j'ai essayé de remettre un petit coup d'accélérateur et puis en fait j'ai eu quand même, ce qui explique en fait mon malaise à l'arrivée, c'est que je me suis quand même bien tirée dessus, notamment le sprint avec Sabine à la fin, mais au final il n'y a pas grand chose à raconter de très alléchant, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de péripéties. J'étais juste sans canne. Et il n'y a pas eu de... Voilà, pour une fois, je ne me suis pas perdue. Pour une fois, je n'ai pas été malade. Donc, pas vraiment d'arguments ou de croustillants à raconter. Si ce n'est, j'ai passé quand même une sacrée grande partie de la course avec un coureur. Okay. Et ça, c'est... et on s'est fait... Alors, une Tu accolade vite fait. Okay. On a discuté un peu, ouais. Et d'ailleurs, il me disait, oh, mais moi, je te suis. Je vois bien que ça va pas, mais si t'es d'accord, on court ensemble. Mais en fait, il avait un super rythme, et ça m'a... Enfin, voilà, on a eu quand même des petits échanges comme ça qui m'ont bien boosté. Et c'est rare, en fait. Moi, je fais jamais une course avec... mais quasiment pendant 4 heures de temps, j'étais avec lui, quoi. Donc ça, c'était un bon petit moment de partage, quoi. Et puis, malheureusement, pas vu beaucoup Alex et pas vu beaucoup les copains au bord de la route. Un peu juste en plus au tout, pas quasiment au début. Ouais. Dommage de ne pas voir plus de monde, mais le public était là par un moment, je pense, dans les villages. Mais c'est une course qui est assez sauvage et c'est très chouette. En tout cas, je pense que je reviendrai
pour une course de début de saison, elle est quand même bien placée. Donc, je reviendrai sans nul doute. En tout cas, tu tires plein d'enseignements très positifs. C'est chouette de voir dans quelle Toujours. dynamique tu es au sortir de cette course-là. En tout cas, c'est très intéressant et inspirant, je pense. Voilà, malgré peut-être une place qui n'est pas exactement celle que tu imaginais. On va parler de la suite. Il y a plein de beaux projets. Tu l'as mentionné, donc il y a eu beaucoup de travail de vitesse pour ici, mais maintenant place à l'ultra. Donc ça doit te réjouir follement. Ouais. Prochaine étape, belle étape, c'est Transvulcania, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors là, moi, je pense que je vais faire 3 jours de rien du tout, parce que j'ai vraiment besoin de ces 3 petits jours de coupure pour savourer le travail fait et puis partir en effet sur la Transvulcania, qui sera aussi roulante, hein, mais avec un format quand même qui est plus long, avec des conditions à gérer, météo, et puis un voyage qui, moi, ça me tarde en tout cas de visiter l'île de Las Palmas. D'ailleurs, ça fait 3 ans que je veux la courir, cette course, et enfin, c'est possible. Et puis après, ça sera le Swiss Canyon Avec des Trail. ambitions, pardon, je t'interromps, Manon. Oui, oui, clairement, là, ça sera une course objectif. Hein. Ambition à voir au niveau de la stratégie, mais en tout cas, il y a une très belle, encore une fois, densité chez les filles, avec une Marianne, peut-être une Ruth Croft, Ida Nilsson, la petite népalaise, là, donc ça me tarde d'aller courir avec ces filles-là, et puis d'aller chercher encore des ressources autres. Et puis après, j'irai au Swiss Canyon, alors vallée de l'Absinthe, tu connais? C'est un 110 km, vraiment à côté de chez moi, c'est à la maison. Je suis marraine de la course et j'aurai à cœur de courir à la maison, 110 km avec des parties vraiment roulantes, des parties où on sort les bâtons. C'est parfait pour une prépa UTMB. Et puis le combo UTMB-Diag pour le petit challenge que je me mets cette année pour pouvoir aller fêter les 60 ans de mon père à la Diag et puis retourner sur l'UTMB et espérer faire enfin une course, le tour de la belle montagne blanche. On verra. À Cham. Il y a des choses que tu prévois d'adapter là pour l'UTMB peut-être? Tu parlais de la vitesse déjà là, que tu as par la force des choses plus travaillé là. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers ou est-ce que tu vas avoir une approche un peu alternative peut-être versus les 2 années précédentes? Oui, alors c'est en projet, pour une fois. Là, je me suis vraiment posée pour réfléchir avec mon entraîneur et puis mon mari, parce que je vais avoir un été studieux et je vais pas bosser du tout de l'été. Donc ça, déjà, gagner en gain mental, parce que moi, c'est clairement mon métier me prend beaucoup de temps et mentalement, c'est pas toujours si évident. Donc là, clairement, je vais faire focus pendant 2 mois sur l'UTMB puis la Diag, mais l'UTMB. Je vais partir en altitude avec Oka. On a la chance, en tout cas, d'avoir 2 semaines avec un partenariat en fait à Val Thorens, donc 2 semaines de préparation qui vont se faire là. C'est en juillet l'année dernière de mémoire, c'est pareil? Oui, là, ça sera début août, D'accord. mais fin juillet, début août, et puis 1 semaine aussi à Valorcine, à Chamonix, pour aller faire la reconnaissance plusieurs fois. Ça, et puis la nutrition, moi, il faut que ça devienne une vraie stratégie dans mes entraînements et puis mes courses pour que ça puisse vraiment coller à mes besoins, parce que quand même, des fois, je vais chercher dans des ressources et en fait, je vais dans une contre-performance où j'optimise pas toutes ces choses-là. Il y a ça. Et puis alors après, que tu sais ce qu'il faut faire mieux que personne. Ouais, alors c'est pas simple, parce qu'en fait, moi, je sais, mais en fait, j'ai une vision très comportementaliste de la diététique et j'ai toujours été à m'écouter au niveau des sensations. Et en fait, moi, je me suis toujours entraînée très, très, très tard, mais à partir sur des 4, 5, 6 heures sans rien du tout. Et du coup, j'ai une très bonne lipolyse, certes, mais qu'en fait, quand on va chercher des densités et des niveaux et des performances, quand on commence à être à des seuils pendant 60 bornes, il faut à un moment donné apporter du carburant, parce qu'en fait, notre lipolyse, elle nous permet pas, en tout cas, d'être performant, de finir la course, pas de souci, mais d'être dans les avant-postes moins. Donc, c'est absolument quelque chose qu'il faut que je travaille au quotidien pour que ça puisse être des nouveaux automatismes. Optimisé, ouais. Donc voilà. Manon, dernière question pour toi. La chose dont tu as le plus envie là maintenant, il est 4h25. Un café. Un café. Ouais. Alors c'est bizarre, mais de l'eau gazeuse après la course, c'était là et j'étais vraiment, j'ai fait un bon malaise à l'arrivée, j'étais très très mal. Il fallait vraiment que je reboive en fait pour récupérer un peu des esprits. Et là, j'ai très très envie d'un café, voire un bon cappuccino, tu vois. Ah ouais, chose j'ai hyper envie. Mais moi, si je bois à 85, je sais pas si je m'endors. Je sais pas si mais là, peu importe. J'ai vraiment, là, l'envie est beaucoup plus. Et puis, le café, ce matin, à 4h du mat, il est loin. Moi, là, j'ai vraiment envie d'un très bon café. Ça va être excellent. Bon. Pas d'envie alimentaire. Non, là, je vais attendre encore un peu. J'ai l'impression que vous allez trouver un café sympa qui va vous faire un petit cappuccino là, ici, sans trop de problème. On va aller surtout rendre l'appartement et puis aller chercher notre chien, parce que le pauvre, il n'a pas pu
profiter de la course non plus en vue du monde qu'il y avait, mais on va se faire une petite, quelques petits jours en tout cas dans le coin jusqu'à demain soir. En tout cas, on va rester par là. Un peu de réconfort et de visite. Il faut. Merci pour tout, Manon. C'est toujours le même plaisir, tu le sais, à chaque fois. Ouais, t'es chouette. Ouais, Merci. c'est un super moment. Bravo encore. Et puis, on va évidemment suivre la suite, à commencer par la Transvulcania et puis te souhaiter le meilleur pour les échéances suivantes. On sera tout prêt. Merci. Et puis, j'espère que la suite sera quand même avec un toujours autant de plaisir, mais avec un potentiel qui soit le mien en tout cas. Mais merci Guillaume. J'en suis convaincu. Et puis à bientôt du coup. Ouais, avec plaisir. Peut-être pas dans un cloître la prochaine fois, mais on aura vécu ça au moins une fois. C'est pas mal. Franchement. Après les hôtels de Chamonix, les cloîtres de Bulle et Baronnie. Ça rime. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.